Émission 687. Cette semaine, Spider-Woman Bad Blood. En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Ouais. Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres se disent « Ouais, Ben, avec ces mèmes de Buffy, y a-tu perdu l'esprit? » Je vous les présente à l'instant. La première, il faut que tu l'assumes, Marie-Lune, t'as engendré un YouTuber. Non! Marie-Lune Brisebois. Non! On a appris juste avant l'émission que c'est pour ça que tu laguais la semaine passée. C'était que Bastien uploadait ses vidéos pendant l'émission. Oui, il a choisi que c'était le meilleur moment de la semaine d'uploader ses vidéos YouTube. Je l'aime pareil. J'ai toujours dit que j'allais aimer mes enfants, peu importe comment ils étaient. C'est difficile de l'accepter, mais je l'aime comme il est, même s'il est YouTuber. Écoute, tu diras à Bastien qu'il doit un petit pourcentage de ses viewers aux Mystérieux Étonnants, parce que je sais qu'il y a des auditeurs, des auditrices des Mystérieux qui suivent sa plateforme, donc qui suivent sa chaîne YouTube. Yeah, oui. J'ai assez hâte à l'épisode crossover. Là. Ça va être malade. On va apprendre des choses. Ouais, c'est clair. Et le deuxième, vous avez entendu sa voix, il compte les dodos d'ici Kong vs Godzilla. Le très enthousiaste des Kaiju, Laurent Boutin. Salut Laurent. Laurent qui est avec nous à l'avance. Qu'est-ce qui se passe, Laurent? Tu étais pourtant chez Planète BD. Tu t'es pas fait renvoyer. Oui, mais c'était la journée de l'inventaire et on a vraiment bien travaillé et on a fini tôt. Puis tant qu'à ouvrir juste pour 1 heure en fin de journée, on s'est dit on sac notre camp à la maison. Fait que me voilà. Félicitations. Bien mérité. Merci. Bravo, bien mérité, Laurent, qui travaille très fort. Pour les gens qui nous écoutent live en direct, on est diffusé sur YouTube, Facebook et Twitch. Full Technologie, les Mystérieux Étonnants. Genre. Vous voyez qu'il y a une personne de plus. C'est notre invité cette semaine. On a beaucoup parlé de lui à l'émission. C'est l'auteur de Phobie des moments seuls. Ville Misérable, prend la BD qui nous a fait le plus rire aux Mystérieux Étonnants. On n'arrête pas de faire des jokes de Pinicio. Et il vient nous parler de l'adaptation en pièce de théâtre de White Horse, disponible en 2 volumes. D'ailleurs, je vais vous donner à la fin de l'entrevue les numéros d'épisodes. Vous allez pouvoir aller réécouter ces émissions-là sur les BD de Samuel Quentin. Salut Samuel! Allô! Merci d'être là. Merci beaucoup d'être là pour parler de l'adaptation justement de White Horse en pièce de théâtre. Il va falloir que tu m'expliques un peu comment ça fonctionne. Juste rappeler que ça va être disponible en web diffusion sur le site du Théâtre du Sept du 15 mars au 20 mars. Mm-hmm. C'est clair qu'il faut que vous abonniez les gens à la maison. N'oubliez pas ça, mettez ça dans votre calendrier. Pourquoi White Horse? 10 piastres, je pense. 10 piastres? Hey, c'est rien. Surtout en ce moment, encourager l'art. Là. Ça n'a pas de sens. Là. Ça fait 1 an là, qu'il ne se passe plus rien. Encourager l'art. Peux-tu t'expliquer un peu les origines du projet, Samuel? Comment c'est arrivé que vous adaptiez White Horse en pièce de théâtre? Ben, je pense que ça a commencé... Ça a commencé... c'est 2 des acteurs que vous allez voir dans la lecture. C'est Guillaume Lorrain et Sébastien Tessier qui vont jouer Pastrami et Henri, respectivement. Puis, ils ont fait une scène en audition chez Duceppe. Tu sais, Duceppe, tu peux faire des auditions là-bas. Tu sais, les auditions sont ouvertes. Un kidam pourrait se présenter. Puis, mais eux, c'est des vrais acteurs professionnels. Mm-hmm. Et on choisit une scène de White Horse à mon insu. Mais en blanc dire, j'étais pas... t'es actionné après. Ouais, j'étais en tabarnak. Non. Puis ça a l'air que ça a bien ri pendant l'audition, puis c'était cool, puis c'était quoi la scène, mettons? C'est une scène, je pense que c'est un mash-up de scène. C'était Henri et Diego pour les scènes. C'était pas Henri Pastrami, je pense. Sébastien faisait Henri, puis Guillaume faisait Diego. Fait que c'était comme un mash-up de plusieurs scènes où ils se parlent, notamment comme dans peut-être un peu dans le 1, puis un peu dans le 2, quand Henri va rejoindre Diego au party chez sa tante à Diego, en tout cas. Puis pour lui annoncer qu'il va mourir, puis que le syndrome de la tortue, tu sais. Puis là, il y a comme puis tes gosses vont être corrects. Tout cet échange-là. Puis
Fait que, ouais, c'est ça, ils l'ont sorti du stade en audition, puis les directeurs artistiques de Duceb leur ont dit, seriez-vous intéressé à comme, pourquoi on la fait pas au complet, tu sais? Puis, fait qu'on travaillait un peu sur le projet depuis un peu avant les fêtes. Attends. T'arrives quand là-dedans, toi? Les auditions sont comme on fait une pièce. Fait que là, ils t'appellent, genre? Comme ouais, tout de suite. Ben, je connaissais un peu Guillaume, puis je connaissais pas Seb, mais ouais, ils m'ont écrit. Puis on s'est rencontrés, c'était avant les fêtes. Je dis avant les fêtes, c'est avant les fêtes l'année passée. La dernière année a comme pas existé là, dans l'endurance. Dans l'année dernière, il y a 16 mois de ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Fait que ouais, on s'est rencontrés, puis les gars, fait que ça te tente-tu? Moi, j'étais comme ben ouais, tu sais, c'est mon rêve, là, tu sais. Pour vrai, j'ai toujours trouvé que c'était un peu une écriture théâtrale, tu sais. C'est un peu comme c'est pas exactement réaliste, c'est des longues scènes, des fois Henri il monologue quasiment. Ouais. Tu sais, dans le premier livre, il y a comme 5 scènes de 40 pages de dont genre 100 pages qui marchent jusqu'à l'arrêt d'autobus. Ah, c'est assez J'exagère à peine. Quand t'as lu en plus, là, tu te dis, Colin, il va-tu lâcher? Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je me sens mal à l'aise pour le personnage puis sa blonde. Ouais, ben ça, cette scène-là, on l'a vraiment coupée en théâtre parce que tu sais, ça aurait été la pièce. Ouais, ça aurait été la pièce, ça aurait été vraiment poche. Non, mais tu sais, c'est un peu un exercice de style, mais genre, tu sais, Henri, c'est beau le lire, mais quand tu le joues puis tu l'écoutes, il faut quand même trouver le sweet spot entre exaspérant puis attachant aussi, là, tu sais, là, tu veux pas que ce soit juste de l'exaspération, tu sais, sinon ça va être long la pièce, là, tu sais, fait que ça m'amène à mon autre question. Tu parlais tantôt de Sébastien puis de Guillaume Lorrain qui ont travaillé avec toi pour adapter la bande dessinée. Sébastien Tessier, Guillaume Lorrain. Qu'est-ce qui est coupé? Qu'est-ce qui est gardé? Est-ce que c'est l'entièreté de l'œuvre du début à la fin qui est transposée ou c'est une sélection de scènes? C'est pas mal, on se concentre sur c'est pas mal White Horse 1, en fait, avec des éléments du 2, mais eux, à la base, ils me sont arrivés un peu, il y avait un peu leur vision, tu sais, un peu de la chose, tu sais. Puis, ils aimaient l'aspect, tu sais, dans le fond, on va pas à White Horse, mettons, dans la pièce, on se concentre, on est à Montréal, puis ça finit un peu là où le 1 finit. On est allé chercher des scènes, tu sais, dans le fond, le paroxysme de la pièce, c'est comme le party chez Sylvain Pastrami, tu sais. Mais il y a des changements, tu sais, eux sont arrivés avec il y avait un peu une idée, une vision, tu sais, pour se l'approprier un peu, tu sais. Eux, c'est des acteurs, puis tu sais, c'est quand même plus personnel, tu sais, il y avait une idée on a comme, ils ont pris des personnages secondaires comme, mettons, Nathalie, la blonde de Diego, là, dans la pièce, elle est une actrice, puis elle va d'audition en audition, puis ça va son affaire, puis elle s'essaye pour le film de Pastrami aussi, puis tu sais, Laura, c'est son amie, mais elle a aussi une relation de jalousie complexe avec. Le petit Sébastien est là, mais c'est un child actor qui veut aussi jouer dans le film de Pastrami. Fait ils ont quand même changé beaucoup d'affaires. Ils sont arrivés avec cette proposition, mais j'étais comme, j'adore, ça, tu sais, ça sonnait vrai, tu sais, j'aimais ça. Fait qu'on est allé là-dessus. Puis moi, j'avais comme aucun regret de, mettons, laisser tomber les aventures plus rocambolesques du deuxième tome, tu sais. On dirait pour moi, le deuxième, c'est vraiment comme une BD. C'est quasiment plus un hommage à la BD dans un sens. C'est plus le cartoon de mon souvenir. Là, ouais, c'est vraiment plus comme aventure. T'sais, je disais tout le temps que moi, je voyais ça comme genre le tome 1, c'est Objectif Lune, puis le deuxième, c'est On a marché sur la Lune. Puis... c'est vraiment une bonne comparaison. Ouais, c'était ça que je voulais, un peu. En fait, je voulais comme atteindre. Quand tu travailles sur tes bandes dessinées, bon, oui, il y a un travail avec l'éditeur, j'imagine, mais c'est principalement toi qui es seul, qui va faire le dialogue, découper les dessins. Là, tu travailles avec d'autres personnes. Est-ce que c'est difficile de laisser aller une partie du contrôle ou au contraire, tu trouves à découvrir des nouveaux aspects que tu n'avais même pas deviné quand tu étais sur l'album? Ouais, exact. Mais c'est ça, pour vrai, ouais, ils ont amené comme un aspect comme vers lequel j'aurais juste pas pensé. Ben, pas que j'aurais pas pensé à aller, mais chacun arrive avec son expérience personnelle. Puis pour vrai, eux, je sens que ce qu'ils ont rajouté, je vois que ça vient d'eux, puis ouais, c'est enrichissant, tu sais. Pour ce qui est du travail, après, tu sais, c'était quand même facile.
tu sais, j'aime ça. C'est sûr que j'aime ça avoir le contrôle absolu quand je fais une BD, mais dans ce cas-ci, en tout cas, ça a vraiment bien été parce que le matériel brut était là, on en avait du dialogue là, à couper, là, on coupait beaucoup, là, c'était plus ça le problème, puis on se faisait des back and forth, on faisait plus ça, on faisait ça à distance en fait, mais on y allait back and forth, fait que s'il y a de quoi que j'aimais pas, je le disais ou je le changeais, j'amenais quelque chose, puis pour vrai, je pense qu'on s'entendait bien à la base. Là, je pense que ça peut vraiment chier puis déraper du travail d'équipe, mais ça a bien été dans ce cas-là. Ouais, si je me fie à mon expérience à l'université, ça peut rapidement dégénérer. Mais justement, dans la bande dessinée, dans ton œuvre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment une emphase là, sur les malaises puis les temps morts, puis tu joues beaucoup avec les ellipses puis le temps, la durée. Puis ça sent entre les cases, c'est très subtil. Puis je trouve que ça fait des fois des moments extrêmement comiques. Là, cet aspect-là, il va être adapté comment en pièce de théâtre? Parce que j'imagine que tu as quand même peut-être ton mot à dire au niveau de la réalisation, mais ça, c'est entre tes mains. Comment vous avez travaillé cet aspect-là de l'œuvre? Ben, le metteur en scène, c'est Simon Lacroix. Puis moi, tout de suite, comme je le trouvais super bon, comme il comprenait le ton instantanément, là, il est super drôle, puis fait que je pense pas qu'on perd du tout ses côtés. À la limite, je l'ai vu là, la lecture, là, puis c'est super drôle, là, C'est-tu le Simon Lacroix de Total Crap ou c'est juste un nom qui revient souvent? Non, c'est un autre Simon Lacroix. C'est un acteur. J'ai pensé la même chose quand Simon Lacroix de Total Crap. On n'a pas les mêmes références. Je trouvais que c'était je veux dire, je sais qu'il a déjà réalisé des films aussi, puis tout. Je suis comme peut-être. Il a fait Basic, là, c'est Petit Montréal, là. Oui. Mais non, c'est pas lui, je pense pas. OK. Excuse-moi, continue. Non, mais ça aurait pu. Puis, t'as écrit Sylvain le Magicien en série. Là, tu as fait de la bande dessinée. Là, il y a une adaptation pour le théâtre. Est-ce que tu vas transposer plus ton travail dans les prochaines années vers, justement, l'art de la scène ou la télévision, ou tu vas rester encore avec la bande dessinée pendant un bout? Ben, j'aimerais ça. Là, pour vrai, dans les 2 dernières années, comme là, je travaille sur une BD là, qui devrait sortir cette année, mais j'ai comme un peu... depuis que j'ai fait ma web-série, j'aimerais ça faire les deux. Mais il y a quand même de quoi de frustrant. Dans les 2 dernières années, j'ai développé des trucs, des shows télé, on développe un long métrage sur Ville et Misérables. Yes. Puis avec Jean-François Leblanc. Puis là, on vient de déposer en production. Fait que j'ai coécrit le scénario avec lui. C'est cool, on a un petit financement pour l'écrire. Là, à ce temps, on se croise les doigts pour que ça se fasse, pour qu'on ait le financement pour le tourner. J'ai développé une série télé que il y a rien qui s'est fait encore. C'est un drôle de feeling pour moi de travailler pas dans le vide, mais genre travailler mais pas pouvoir le partager là, Ouais. J'ai beaucoup travaillé dans les dernières années, mais comme là en ce moment, j'ai recommencé à faire de la BD depuis cette année depuis fin de l'année passée, puis j'en faisais toujours là, je développais ma BD, mais là plus à temps plein, puis je capote sur l'immédiateté, je sais pas si c'est un mot, mais juste comme It is now. Ouais, c'est ça. Juste d'écrire quelque chose puis de savoir qu'à moins de quoi d'extrême, genre ça va voir le jour prochainement. C'est comme c'est comme crazy le sentiment, comme ça me manquait là, ça fait longtemps que j'ai rien sorti, fait que ça me démange. C'est-tu encore ton projet de cowboy? Ouais. Okay. Ça fait longtemps que je traîne ça. C'était ça que j'étais supposé faire après Ville et Misérables. Shérif Junior, que ça s'appelle. Puis il y a comme Whitehorse qui s'est pointé le nez, puis j'avais comme envie de faire de quoi d'un peu plus personnel, là, comme Whitehorse, personnel pas, mais qui parle plus du monde de mon âge, du monde que je fréquente. Tandis que Shérif Junior, c'est encore plus dans un monde inventé, là, si on veut. C'est comme un... Juste une question pour toi, parce qu'on a beaucoup... on a parlé de Ville et Misérables à l'émission, mais on a souvent fait référence à la bande dessinée, que ce soit dans nos conversations dehors le show, pendant l'émission. Qu'est-ce qui t'allume niveau créatif? Parce que je te donne un exemple dans Whitehorse, la scène du party chez Pastrami, je pense qu'on s'est tous retrouvés dans un party comme ça. Genre, où tu as cette espèce de, excusez-moi, là, le asshole de service qui attire l'attention sur lui, puis tout le monde est comme galvanisé, puis ils sont pendus à ses lèvres. Fait que j'ai l'impression que c'est comme des moments de même que
tu croises dans ta vie et tu les accentues. Est-ce que c'est ça ou c'est... Parce que je sais que tu travailles dans un bar, j'imagine que des fois, tu entends des affaires, tu notes ça sur un papier, puis comme, OK, ça, je vais en faire une scène. Ou... Qu'est-ce qui te motive? Ben oui, c'est vraiment des détails comme ça. Tu sais, comme Pastrami, mettons, c'est pas tout à un début de même, là, mais Pastrami, j'étais vraiment dans un bar, j'étais en tant que client, là, je pense que j'étais à la buvette chez Simone. Ça fait longtemps là, quand même, c'était avant même que je commence à faire le film. Puis je sais pas, il y avait à côté, il y avait j'étais là avec ma blonde, puis à côté, il y avait un dude qui avait pretty much le look de Pastrami, dans le fond, là, tu sais, je l'ai littéralement copié, je me suis comme pas trop forcé, tu sais, j'avais ce dude-là en tête, mais je connais pas le dude, c'est juste que il était à côté, puis il parlait, puis je sais pas pourquoi, mais il y avait comme 8 filles assises à sa table autour de lui, puis clairement, il revenait de tourner un court-métrage dont lui était le réalisateur, puis je sais pas pourquoi ça me gossait, j'étais comme, pourquoi, genre, toute son équipe, c'est des filles, genre, en tout cas, puis il buvait toutes ses paroles, genre, puis il était comme un peu manger une marde, un peu à la Pastrami. Puis je sais pas, ça m'enrageait for some reason. J'étais comme. Puis c'est juste, j'ai gardé ça. Toute part de, tu sais, des petits éléments biographiques, tu sais, mais après, tu sais, j'essaie de me mettre dans le tordeur de la fiction le plus possible. Là, ouais. On va se laisser bientôt, mais juste avant, il faut que je te pose une question qui me hante depuis que j'ai lu Ville et Misérables. Qu'est-ce que tu as contre les designers graphiques ou qu'est-ce qu'un designer graphique a fait contre toi? Hein, comment ça? Il n'y a pas une scène où est-ce que t'as comme le personnage, voyons, j'allais dire le personnage de Ville, le personnage du démon. Lucien Ville. Il y a une espèce de psychose en autobus. Puis il focus sur une passagère. Puis il s'imagine un scénario. Puis elle sort avec un designer graphique. Moi, cette phrase-là, elle m'a fait capoter. Genre. Ben qui prend encore tout personnel. Non, c'est pas personnel. Je suis même pas designer graphique, c'est pas ça. Mais je me suis dit, il y a eu une mauvaise expérience en designer graphique où il a fréquenté une université ou quelque chose comme ça. Mais non. Moi, je pense que ce que je trouvais drôle là-dedans, c'est la vision de Lucien. Parce que, tu sais, comme Lucien, c'est pas mon opinion. Là, tu sais, c'est... Non! C'est lui. Voyons donc. De la misère à croire ça. Je ne savais pas que je précise ça. Non, mais je trouve ça drôle que lui, ça l'agace. Que potentiellement son chum ce soit un têteux en design graphique. Je sais pas, mais c'est efficace en tout cas. Tu sais, moi, je suis potentiellement ce gars-là, là, tu sais, en voulant dire. Ouais. Comme une. Non, j'ai rien contre les designers graphiques, au contraire. C'est réglé. Il fallait que je pose la question. Mais tu sais, des fois, il y a de quoi dans le wording d'une phrase que tu sais pas exactement pourquoi ça te fait autant rire, mais je trouve que ça, c'est le genre d'affaire là, que c'est sorti de même, j'étais comme, je sais même pas pourquoi ça me fait rire. Caton et toi, vous êtes bons là-dedans. Oui, il y a comme des mots qui existent dans l'univers, vous les combinez, puis là, ça fait comme « Asti, c'est drôle! » J'avais jamais pensé à ça. On va te donner un award. Hey, écoute, donc, je vais rappeler les dates. C'est du 15 au 20 mars. Théâtre du CEP, tu disais que c'est environ 10 $, là, même si c'est 30. C'est une lecture. C'est pas 30, mais c'est une lecture, c'est ça. Création, fait que c'est ça, tu sais, puis il y a des règles de distanciation, fait que tout le monde a son lutrin à 2 mètres, mais c'est même pas un lutrin qui tienne leur texte, là. Mais, fait que, tu sais, on est en processus de création de la pièce, puis... featuring un enfant. Ah ouais. Featuring un enfant, bien temps, c'est correct. Puis, fait que c'est vraiment, tu sais, c'est pour ça qu'il y a idéalement, elle va voir le jour sur scène un jour, tu sais, avec des déplacements et des décors. Ouais. Tu sais, mais déjà, je suis comme, je sais pas que, en toute humilité, mais il y avait je trouvais que juste en lecture, il y avait des scènes qui, excusez. Ça, c'est correct. Des scènes qui je pense juste, tu sais, la séquence dans, c'est un journaliste là, qui interviewait un commentateur en Corée il y a quelques années, puis il y a l'enfant qui est arrivé en sortant, en arrivant dans le cadre de Puis il l'a poussé. Je me suis mis dans la chambre de... Ah, ben on va te libérer bientôt. Donc, c'est une lecture, mais peut-être potentiellement, éventuellement, une adaptation. Ouais, ben je pense que, ouais, tu sais, ça, je pense que c'est un truc, tu sais, pour la pandémie, tu sais, c'est des... c'est le fun de faire de quoi. Ouais. Écoute, j'ai bien hâte de voir ça. Mais... C'est White Horse puis Ville et Misérables. Encore une fois, c'est dans les BD les plus drôles que j'ai lus merci. de ma vie. Puis de le voir adapté. Puis surtout, si on peut aider un peu la culture en ce moment, là, c'est sûr que ben oui, c'est... Ouais.
Ouais. Ouais, allez voir ça massivement. Quelqu'un Tu dans nous les sauves en ce commentaires demande s'il y aura de la nudité frontale comme dans la Ouais, BD. Ça, c'est notre fan Blaise qui a posé cette Ben, c'est question-là. ça, là, c'est pour ça que je précisais que c'est une lecture, fait qu'il n'y a pas Ça de m'intéresse. costume, mais on parlait déjà avec Guillaume de prothèses en latex. Possiblement, Ouais. J'aime ouais. votre échelle des priorités. OK. C'est ça. OK, comment on fait pour le très gros pénis à Parce qu'il faut pas qu'il soit juste, il faut qu'il soit massif. Mais fun fact, Blaise avait un man bun comme Pastrami dans la bande Disney, donc je pense qu'il pose la question pour un ami. Mais je dis ça comme ça. Ça, c'est une autre affaire. Tout le monde me dit, tant qu'est-ce que t'as contre les man buns? Qu'est-ce que t'as? J'étais comme, c'est juste le gars à côté de moi dans ce bar-là, il avait un man bun, puis that's it. Moi, il y a du monde qui focus sur les man buns, moi je focus sur les designers graphiques. Tu sais, comme tu lis genre une BD de Samuel Quentin puis tu te sens insulté, genre. Ouais, c'est exact. Ouais, idéalement, c'est. Il y en a pour tout le monde. Il y en a Ça pour passe pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Salut Samuel, merci beaucoup encore. Merci beaucoup de l'invitation. Bye bye. Passe une belle soirée. Toi aussi, Toi aussi. bye bye. Ciao. Bye, merci. Featuring Kids. Yes. Es-tu fin puis es-tu beau pareil? Ah, il est fou, il a du talent. Il est fou. Il est beau. Il est fou. Oui. Il est beau. Il est beau. Oui, Très- il a du Tu talent. sais, j'aime pas l'expression un trésor national, mais. J'étais un Mais peu oui. Star Trek. Ah. La misère à. Mais c'est parce que tu veux pas le décevoir, tu veux lui donner le maximum, le meilleur de toi-même. Ouais. Il est C'est fin. C'est mais drôle parce que Daniel Lemire, qui joue dans sa série Sylvain le Magnifique, qui a commencé à venir à la librairie. Je le vois quand même souvent. Puis la première wow. fois, j'étais comme oh mon Dieu, Daniel Lemire. Puis là, tu sais, c'est tout le temps comme un. On n'est pas souvent Starstruck, mettons, mais c'est tout le temps un peu malaisant. Tu sais, comme genre. On te reconnaît, Daniel. Dano Ledger, tu sais. Puis là, on était comme. On a vraiment aimé Barlout dans Sylvain le Magnifique. Puis il était comme vous êtes les premiers ever à me parler de ce show-là. J'étais comme voyons donc, on est des fans finis. Hmm. Ah. Il y a aussi Stéphanie LC dans les commentaires qui disait que Simon Lacroix, c'est de mouvement de luxe. Donc, c'est pas le gars de Total Crap. Ok. Ben, je sais pas c'est qui dans Mouvement de Luxe, mais j'approuve beaucoup de Mouvement de Luxe, fait que, ben... C'est pas juste Mathieu. ouais, c'est ça. Non, je sais, ils sont full de monde, mais... Donc, pour les gens qui sont intéressés à écouter nos épisodes sur les œuvres de Samuel Quentin, l'épisode 338, on a parlé de Ville et Misérable, donc ça fait quand même un bon bout de temps. 440, White Horse 1, deuxième partie de White Horse à l'épisode 524. Puis, allez acheter les bandes dessinées. Est-ce qu'il y a des rabais sur ces BD-là? Parce que je sais que Papa avait des rabais à 10$ là, l'année passée pour Ouais, certains non, albums. pas sur les livres de Sam. OK. Ben écoute, payez Ben, plein je veux prix. dire, là. c'est pas Ça comme n'est si pas c'était arrêté. cher non Ben plus, non, là, c'est ça, là. tu sais. Oui, ils n'avaient pas de dépenses, là. Non, il n'y a pas grand Hein? dépense. À la maison? Ben, moi, j'ai dépensé beaucoup durant le mois de février, le mois sans Ouais, alcool. ouais, J'ai des pris comics de Buffy. on des le sait comics bien. de Buffy, c'est important, Ta Laurent. tisane, Ben. Ma tisane? Quelle tisane? Je pensais que t'étais rendu accro au thé, sans théine. Tu es malade, toi? Je bois un café en ce moment, il est rendu 6h28. Je suis pas endormi avant 2h du matin. Je vais me faire Ouais, texter, c'est je ça vais que me faire j'allais texter des mimes de Buffy. Tu me texteras des mimes de Buffy. Hier, j'ai eu la brillante idée de me faire un café et d'écouter un documentaire sur les extraterrestres avec des guillemets radiophoniques. Je me suis pas endormi avant 3h du matin. C'était la combinaison parfaite. Wild! Je sais pas. Oui, Ah. ça ressemble à ça mes dimanches soirs. En même temps, moi, pendant ce temps-là, moi, j'écoutais un podcast de True Crime et je jouais au Mahjong sur mon téléphone. C'est quoi le Mahjong? C'est un... c'est un vieux jeu qui ressemble un peu... c'est quoi? C'est asiatique, mais je sais pas de quelle nationalité. Mhm. Il faut, en fait, c'est que faut que tu matches des Des symboles. tuiles, genre? Des tuiles, c'est ça. Et c'est un jeu qui est quand même ancestral, mais tu sais... C'est genre l'ancêtre de Candy Crush, là. Excusez. Mais quand tu joues sur un téléphone, parce que normalement, c'est des vraies tuiles et qui sont empilées un peu en pyramide, il faut que tu les matches et tu les enlèves quand tu les as Ouais. matchées. Mais là, c'est sur mon téléphone. Fait que C'est comme plus facile. je suis comme, parce- c'est pas si la Candy combinaison Crush, c'est un marche jeu pas, ancestral. ok? c'est C'est comme jouer aux échecs. J'avais sur le premier ordinateur qu'on avait eu à la maison, genre à la fin des années 90, un vieux Mac, c'était comme un des seuls jeux qu'il y avait. Ça s'appelait Oui. Shanghai, Ah la oui, version jeu. Il y avait une version Nintendo aussi, sur les cassettes Ah, de son probablement. jeu. Mais Beaucoup c'est joué le à genre de ça. jeu que tu cliquais Un par classique. accident, puis t'es comme ah ouais, il faut que je fasse reset. Bon, on me l'essayer là. Non, c'est plate. Là, tu repartais. Moi, ça me relaxe. Vous avez passé une belle semaine sinon? Tranquille?
oui. Il se passe tout le temps plein de choses ces temps-ci. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est comme, tu me demandes ce que j'ai fait de ma semaine, puis c'est comme tout le reste de l'année. Comme... Ben, vous voyez du monde, vous autres. C'est pas comme moi, là. Moi, je suis enfermé ici, là. Moi, j'ai fait une soirée rockabilly samedi. Moi qui haïs les soirées à thème. Moi et mon amoureux, on décide de se faire des soirées à thème. On a plein d'idées. Là, on s'est fait une soirée rockabilly. Pour y faire une soirée Buffy? C'est sur ma liste. Je sais pas, mais c'est sur ma liste. On veut faire une soirée aussi show punk, tu sais, genre faire la file en allant aux toilettes, puis mettre des bruits de bar, puis avoir des t-shirts de Ben pendant le show, puis boire de la bière cheap. Hubert va s'assurer de pisser autour de la bolle pour qu'on soit comme dans les toilettes des fous. Mon plancher va être collant. Non, les toilettes des fous. Mais ça implique quoi, mettons, une soirée rockabilly à part votre linge? Mais là, on avait notre linge, on a mis de la musique. Aviez-vous un menu? Oui, mais là, on s'est fait des burgers. Ben, on s'est fait des burgers avec des frites. On a fait des drinks. Oui, on s'est fait des sidecars et des whisky sour. Et on a écouté Dirty Dancing. Je sais que c'est années 60, mais je voulais quelque chose qui faisait rockabilly. Et si vous me suivez sur Facebook, je suis fru. Marilyn qui a appris que c'était bon, Dirty Dancing, je l'avais jamais vu. J'ai jamais vu Flashdance, jamais vu Grease non plus. Je pense que j'ai le vinyle de Grease, j'ai jamais vu. Mais je pensais que Dirty Dancing, et je pense que c'est tout à fait fair d'avoir assumé ça. Je pensais que c'était juste un film nunuche de danse avec une petite fille un peu niaiseuse, puis un gars sexy, puis qui a des tunes quétaines dont je me calique. Ouais. C'est pas ça. C'est pas juste ça, mais ça se peut. Il parle de politique, il parle d'avortement, il parle de guerre des classes, il y a du gender bending, tu sais. Il y a un peu, tu sais, il y a du male gaze, du female gaze. Il y a pas vraiment du grooming. Ça aurait pu être beaucoup plus problématique. Ils ont une différence d'âge de presque... On sait pas exactement, ils le disent pas. Puis j'ai googlé, c'est presque 10 ans. Mais, tu sais, c'est le gars qui est comme « Oh non, mais je veux que tu m'aimes, je veux que tu sois avec moi, je veux que les gens m'apprécient pour moi, les madames m'utilisent. » Il y a pas de, tu sais, il y a une meilleure amie, il n'y a pas d'affaire de jalousie. Les riches finissent par se rendre compte, tu sais, c'est quétaine, mais que, tu sais, de la guerre des classes, tu sais, il n'y a pas de gros quiproquos comme dans les films quétaine. Elle n'est pas niaiseuse, la fille, là. Elle a une tête sur les épaules avec une Peace Corps, tu sais. Puis la musique est super bonne. J'avais juste entendu la tune, tu sais, Time of My Life. Que je trippais pas tant. J'avais entendu aucune autre tune, mais finalement, le soundtrack est super bon. Mon chum riait pas de moi, mais tout le long, j'étais comme, personne me l'a dit, vous m'avez caché ça toutes ces années. Mais là, Marilyn, tu veux-tu savoir que les deux, ils saillissaient sur le plateau, par exemple? Ah, mais ça, quelqu'un qui me l'a dit aussi, je savais pas. Ça gâche un peu. T'as-tu Roadhouse, par contre? Oui, ça, j'ai écouté par bout, parce qu'à chaque fois, j'ai comme un curse, à chaque fois que je vais l'écouter au complet, il arrive quelque chose. Mais non, ça, c'est ça, je savais. C'était très bon, mais ça m'attirait plus, parce que justement, c'était un film fait plus... tu sais, douteux, de la bataille, tu sais, ça, c'est plus mon genre qu'un film de je sais pas, de danse années 50 répressif, là, j'étais comme ça va, là. Moi, je me fais aussi des soirées thématiques, c'est genre, soit robe, tu sais, ça, comme robe de chambre, comment on appelle ça, là? Robe de chambre, moi, I guess. Ouais, une robe un de peignoir. Ça existe, ton peignoir. Ou des t-shirts, c'est un des deux. C'est ça, mes soirées thématiques. Yeah! Ben, tu m'appelleras, on se mettra robe de chambre. Tu mets pas les deux, là, genre... Tu sais, là, tu vois ça, là, les vieux monsieur avec genre un peignoir, mais par-dessus leur chemise. Sont off, mais pas tant, genre. Ben, je dois avouer que je mets un t-shirt quand je mets mon peignoir des fois, parce que je trouve que sinon, je suis comme, je suis tout nu là-dedans. Il est-tu en satin, ton peignoir? Non, il n'est pas en satin. J'en ai un en satin, par exemple, que j'avais porté il y a quelques années durant le spécial de Noël des Mystérieux. Là. Il est rouge. C'est un peu Hugh Hefner, c'était ça le référent. Mais je vois juste Bart quand il habite chez Mr. Burns. Oui, tout le monde voit Bart avec sa pipe. Qui fait des bulles. Mais ça, c'est une référence à Wayne's World. Ah oui. J'ai écouté Wayne's World 1 et 2 la semaine passée, mercredi dernier, avec les gens sur le Discord, auquel vous avez accès quand vous êtes membre Patreon. Et il y a une scène où Garth, dans le deuxième, vient de faire l'amour et il sort avec un peignoir et une pipe et c'est des bulles qui sortent de la pipe. Donc, c'est Kim Basinger, la fille, c'est ça? C'est Kim Basinger, oui. Je savais pas. Tu découvres des fois, tu écoutes des affaires puis tu découvres, c'est un référent, ça, dans Simpsons. Il y en a plein. Oui, c'est tout. Tout est un référent. Vas-y donc, Laurent Boutin, qui habituellement n'est pas avec nous à cette heure-ci, je vais te faire commencer pour les nouvelles. Ben, je vais répondre à la question de Jenny Paris-Sauvel en commentaire qui demande si je vais parler de Primal parce que oui, c'était vraiment ça mon plan. Moi et Julien, on a commencé à regarder Primal. Oui.
par salon interposé, je vous D'accord. rassure. Oui, Nous sommes respectueux des consignes de sécurité. Mettons que c'est quelqu'un Primal... qui écoute Les Mystérieux pour la première fois, Julien Paris-Sorel, qui est un auteur de BD avec qui tu es ami. Oui, c'est notre ami, c'est aussi l'auteur de Aventurosaure. Et Primal, c'est aussi un truc de dinosaure. Ce n'est pas... en fait, c'est Julien qui m'est arrivé avec ça. Il était comme, faut qu'on regarde ça ensemble. Puis moi, je pensais que c'était... Il y a comme un film récent de Nicolas Cage qui est comme avec un tigre et un tueur à gages sur un bateau. Puis j'ai comme, OK, je sais pas pourquoi Julien me parle de ça, mais je suis toujours prêt pour du Nicolas Cage. Et en fait, non, c'est la dernière série animée de Genndy Tartakovsky, qu'on connaît pour être le réalisateur des Hôtels Transylvania, mais aussi des plus proches de nous, des dessins animés cultes Samurai Jack, puis Star Wars Clone Wars, mais pas celui en 3D lettres, l'autre. OK. Non, mais il y a comme une série de Clone Wars. Je connais mal mes Il y a Clone deux Wars, séries de Clone Wars. Il y a celle qui est plus canon, qui était faite par le créateur de Samurai Jack, qui était en genre c'est la 2D. belle des deux. C'est ça. Mais la 3D est très bonne. Je l'ai jamais regardé, la série, en fait. Bon. Je trouve que les screenshots, ils ont l'air lettres, puis ça m'a jamais donné le goût de l'écouter, mais peut-être que... Les screenshots... Je pensais ça des Ninja Turtles de Nickelodeon aussi, puis après, je me suis mis à les écouter, j'étais comme ça, la meilleure affaire! Le design accentué, excentrique de la série Clone Wars en animation de synthèse est basé sur le design de ceux de la série qui était faite par le créateur Samurai Jack. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus pic-pic. Puis ça reste de même pendant un bout, mais pour vrai, la qualité s'améliore. Juste pour si ça vous intéresse. J'en prends bien note, mais je vais rester de mauvaise foi pareil. Mais donc, cette série-là, Primal, pour l'instant, il y a une saison de 10 épisodes. C'est un dessin animé, donc muet. C'est-à-dire qu'il y a des sons, mais il n'y a pas de mots, puisque ça met en scène un homme des cavernes et un T-Rex qui, les deux, dans le premier épisode, perdent chacun leur famille aux mains de prédateurs plus grands qu'eux et qui se lient d'amitié autour de ça et qui, à chaque épisode, vivent des aventures et des épopées diverses. Et honnêtement, là, c'est peut-être la meilleure affaire que j'ai jamais écoutée de ma vie. Wow! À ce point-là. Genre, tu sais, je veux dire, le concept me parle. Là, je suis comme, tu sais, je veux dire, c'est très... Tout ça est très Laurent Bouteille, mettons. Ouais, c'est ça. Comme si les dinosaures concept, avaient des pantalons, mais quand ils rentrent dans leur salon, ils les enlèvent, là, c'est fait pour toi. Mais sérieusement, je pense qu'à tous les épisodes, je peux plus compter le nombre de fois où je me suis exclamé des sacres à voix haute. Genre, c'est tellement... C'est très, très sur l'adrénaline. Il se passe plein d'affaires, puis, tu sais, c'est tellement plein de surprises que c'est ça, plusieurs fois par épisode, je suis comme, ben non, tabarnak, il va pas faire ça. Ah ben, tabarnak, voyons donc. Julien, je capote. Julien, c'est la meilleure affaire. Là, lui est pareil de l'autre bord. Puis on est comme les deux, genre, complètement mind-blown. Je veux mind-blown pas ou gelé? mind-blown. Comment? OK, parce que genre de... OK. C'est cute. Pour vrai, puis tu sais, je veux pas trop en parler parce qu'il y a vraiment beaucoup de surprises, genre, mais il y a des concepts complètement awesome. Tu sais, souvent, je me rappelle du moment où Gauthier, notre ami Gauthier Langevin, m'a parlé de son pitch pour Far Out, puis je suis comme, des robots, cowboys, voyons donc, c'était devant nous tout ce temps-là. Comment ça, on y a jamais pensé avant? C'est la meilleure idée. Voyons, ben oui. J'ai le même feeling à chaque épisode de Primal, genre, tu sais, comme des choses que j'avais jamais pensé à... Mais c'est quoi l'histoire? Parce que là, je suis pas sûr de comprendre c'est quoi l'histoire. Ben, c'est vraiment ça. C'est comme les deux font le deuil de leur famille, en fait. OK. Partenaire et enfant. Puis là, ils errent, mettons. T'sais, chaque épisode, dans le fond, ils sont à une nouvelle place. Parce c'est comme Rahan. C'est un peu comme Rahan, mais vraiment... moins emo, là. Ouais, moins emo, plus... C'est ça, plus viscéral, mais c'est tellement badass. Si vous aimez, genre... les dinosaures, Mike Mignola, la planète des singes, les zombies,
En tout cas, il y a de quoi pour tout le monde là-dedans et tout pour moi en même temps. Puis c'est ça, je veux pas trop spoiler, mais genre, checkez-le, c'est complètement malade. C'est dément. Où est-ce qu'on peut regarder ça? Ouais, c'est ça. Écoute, nous, à date, on le regarde sur itunes.videotron.ca. Ah, voilà. Ok. J'ai pas regardé s'il y a une autre source, mais probablement. OK, je vois. Quelqu'un en commentaire dit, Danny Ménard, on le salue, il dit « ça bûche tellement ». Et c'est drôle parce que j'ai vu notre ami Yannick Belzile utiliser exactement le même terme pour parler de la même série. Ça bûche. C'est vraiment ça. Tu rentres ça, ça rentre au poste. Ça rentre au comme poste. on dit Ça y va au en bon toast. français. Là, puis genre, je veux pas vous spoiler plus. Je veux vous garder des surprises, mais checkez-le, je vous en conjure. Hey, toi, merci Laurent. Toi, Marie-Lune, qu'est-ce que t'as dans tes affaires? Qu'est-ce que t'as? Voyons. Qu'est-ce que t'as, tabarnak? Patrick Sénécal sort une série. Mhm. On n'en a pas parlé. Ouais. Oui. Donc, c'est une série de 10 courtes histoires, évidemment, d'horreur, qu'il a écrit et avec des thèmes et aussi des sous-genres différents. Donc, il va aller, certains épisodes, ça va être plus vers l'humour, ça va être plus vers l'horreur, science-fiction. C'est sur Club Illico. Ouais. Je sais pas comment on fait pour avoir Club Illico. T'es-tu abonné à... Est-ce que ton fournisseur Internet, c'est Vidéotron, Marie-Lune? Non. Et c'est pour ça que ton Internet coupe, pas le mien. Non, je pense que c'est le vieux modem. Mais non, en fait, c'est parce que quand vous êtes abonné à Vidéotron, sans vouloir faire de la publicité pour eux, tu as habituellement accès à un genre de portail pour lequel tu payes puis que personne ne sait. C'est dans ta facturation. C'est un genre de tout.tv Vidéotron. Ouais, c'est ça. Fait que vous avez probablement accès à ça si vous êtes abonné à Vidéotron. OK. Donc, pour le 25 février, sont sortis les 5 premiers épisodes. Il va en avoir 10 au complet. Tout écrit par Patrick Sénécal, réalisé par Stéphane Lapointe, qui a fait Faits divers. Il n'y a pas de lien entre chaque histoire. La seule chose qui relie les histoires, c'est que à chaque épisode, c'est le pire moment de la vie du personnage principal. C'est ça qui relie. Pour donner une idée, apparemment, il s'est inspiré de Hitchcock Présente parce que c'est présenté par Patrick Sénécal. Il est dedans, donc il est le narrateur. C'est ça, il fait comme une présentation un peu comme Hitchcock, un peu comme à la Twilight Zone aussi, que c'est des petits épisodes séparés, ou Black Mirror, que c'est des petits microcosmes, mais présentés par Patrick Sénécal. Donc, on a les 5 premiers, et il va en avoir 10 en tout, donc c'est comme une courte anthologie. Je sais pas quand est-ce que les 5 contes vont sortir, mais ça a l'air quand même intéressant. Même moi qui ne tripe pas sur l'horreur, comme il va dans plusieurs styles différents, il va y en avoir pour tout le monde. Cool. Mais allez, je pense que j'ai jeté un coup d'œil à ça. Ça m'intéresse beaucoup. J'aime cette formule-là. Tu parlais de Hitchcock, tu parlais de Twilight Zone. J'aimerais ça, moi, animer un show d'anthologie. Ah, je ne vous avais point vu. Puis là, comme là, tu pars sur un truc. Là. Ça te prend un feu de foyer puis un chien. C'est ça. Là, ça devient le storyteller de Jim Henson. Oui. Ouais. C'était ça ma référence. Avec ta robe de chambre de ton tour. Exactement. Toi, t'es dans tout. Ah, je paierais pour ça. Moi, j'ai une petite nouvelle que j'ai piquée à nos amis de RDS Jeux vidéo. D'ailleurs, la semaine passée, on a parlé d'eux. On encensait leur travail. Mario Budgeramos, qui est l'éditeur en chef de ce projet-là, nous a entendus. Donc, il nous remerciait. Et je leur salue encore, Mario. Il fait un très bel job. Donc, c'est une petite nouvelle qui est sortie un peu partout sur les sites de nouvelles de jeux vidéo, bien sûr. Star Wars Republic Commando va être disponible sur des nouvelles plateformes. Ça, c'est un vieux jeu, en fait, qui est sorti en 2005 sur Xbox et PC. C'était les seules façons que vous pouviez jouer à ce vieux titre de l'époque de LucasArts. Là, ça va être adapté par une compagnie qui s'appelle Aspyr Media pour PS4 et Switch. Donc, comme c'est un port, c'est une adaptation, ça va être un peu moins cher qu'un nouveau jeu. On parle d'une quinzaine de dollars pour pouvoir jouer sur votre PlayStation 4 ou sur votre Switch. Il n'y aura pas le mode multiplayer qui, à l'époque, avait été révolutionnaire. Les gens avaient particulièrement apprécié le mode. Seulement un mode single player, malheureusement. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, ça se passe dans la période de temps que Laurent a décrite tout à l'heure. Donc, la période de la guerre des clones. Là, on suit une squad d'élite commando de clones qui sont envoyés sur des missions spécialisées. On les a vus aussi dans la série de Clone Wars. Ils ont des petites apparitions dans les comic books qui ont été traités aussi. Il y a eu des romans. Laquelle série? La belle ou la pas belle? Dans la belle. Dans la belle. Moi, je considère que c'est l'anti-CGI est belle. Fait que là, tu y vas de Comment t'es différencié d'abord? Ta gueule. Donc,
Ça va sortir. Ouh, j'ai touché un point sensible. Non. Ça va sortir le 6 avril sur les différentes plateformes, les stores virtuels, donc les boutiques virtuelles. Aspire Media, c'est pas la première fois qu'ils adaptent un vieux jeu de LucasArts. Ils ont trop travaillé sur Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast, qui est un classique du genre, qui avait été porté également pour la Switch. Ils ont fait Star Wars Jedi Knight à peu près à la même période, Jedi Academy, Star Wars épisode 1 Racer, qui est un classique. Les gens qui ont vraiment trippé sur la 64 ou qui ont grandi avec la 64, c'est un jeu que les gens apprécient. Et Jedi Knight of the Old Republic 2 pour iOS. Donc, ils sont habitués à porter des jeux, donc adapter des jeux pour des nouvelles plateformes. C'est un art. C'est vraiment pas facile à faire. Et en lien à la nouvelle que sur le jeu de Star Wars Republic Commando, il y a Star Wars Bad Batch qui est dans le même style que la série Belle de Clone Wars qui s'en vient sur Disney Plus à compter du 4 mai prochain. Donc, 2 premiers épisodes vont être disponibles le premier vendredi sur Disney Plus, soit le 7 mai, et les épisodes subséquents vont être disponibles tous les vendredis. Ça se passe tout de suite après les événements de Star Wars Clone Wars et on suit une escouade également spécialisée de clones qui sont différents de leurs frères, si vous voulez. Et, c'est des personnages qui avaient été présentés dans le cadre de Clone Wars, qui est une excellente série en CGI. Je rappelle. Non, mais là, ouais, j'ai pas d'avis sur la qualité de la série at large. Mm-hmm. Sure, Laurent, c'est ça. Seulement le visuel. C'est ça. Pour l'instant. Bon, on peut faire chez Belle. Non, je ne peux pas. Hey, Suzanne, passant avant que je l'oublie, il y a Jake Dion qui a lancé, notre ami Jake Dion, qui a lancé ce week-end sa boutique virtuelle sur Etsy. Vous tapez Jake Dion en un mot et vous tombez sur son store. Donc, il vend des prints, il vend des t-shirts. Il vend un t-shirt sur lequel c'est marqué Full-Fledged. Et il y a beaucoup d'auditeurs des Mystères Étonnants qui ont trouvé assez ironique le fait qu'il ne pouvait lui-même ne pas porter ce t-shirt-là. Il n'avait pas le droit. Mais si ça vous tente, tous les profits des ventes faites sur cette boutique-là reviennent à Jake. Donc, si vous voulez l'encourager, vous achetez un t-shirt, ça va à lui. Ça va pas aux Mystérieux Étonnants. Il y a un autre t-shirt, c'est Arcadiou, il est très très beau. Il y a bien des affaires. Full-Fledged, j'étais un peu ordinaire par contre. Les autres sont très très bien. Donc, allez jeter un coup d'œil à la boutique Etsy de Jake si ça vous intéresse. C'est quand même vraiment du pas beau. cher en plus. Là. 16 piastres. Hein? 16 piastres, ouais, c'est vraiment pas cher. Ouais, c'est ça, pour un Etsy, t-shirt. Là. Mais d'après Ouais, moi, je c'est- me demande s'il y a comme calculé les frais de livraison. C'est pas pour Je pense que tu sais, ça revient peut-être à 20$ avec les frais de livraison. me semble Ben, c'est qu'il déjà m'a dit. très C'est- potable. Je veux dire, c'est très potable. Là. Puis les prints aussi, je suis comme surpris. Là, un print encadré en bas de 35$. Genre, je suis comme... Ouais, c'est ça. Ben, écoutez, Ok. en ce moment, tu sais, comme on est, pour ceux qui ont la chance d'avoir un emploi qui est stable, qui n'ont jamais perdu leur boulot, si vous êtes en mesure d'encourager des projets comme ceux de Jake, le nôtre avec notre Patreon, puis ben, on parlait tout à l'heure de la bande dessinée adaptée en pièce de théâtre de Samuel Quentin. Garochez-vous, tu sais, c'est money talks, comme on dit, fait que ça va faire toute la différence. Qu'est-ce que tu avais, toi, Laurent, d'autre, à part des opinions de merde sur Star Wars? Oh my God. Hey, pendant qu'on parle de ça, je voudrais juste signaler que j'ai dit la semaine passée que je m'étais à Disney+, et j'en ai donc profité pour pas faire comme Marilyn et écouter The Mandalorian. Yes! Donc, Alors, je suis fier de t'es- toi. Merci. Mais j'ai pas fini encore. J'ai regardé la première saison. J'ai eu beaucoup Yes. de plaisir. Yes! Et c'est ça. J'ai écouté la saison 2 bientôt. Donc, c'est ça. Marilyn, toi qui te plains que genre, pourquoi vous m'avez rien dit sur Dirty Dancing? Ça fait des, genre, Oui, je le sais, tu me l'as mis sur mon pratiquement des années qu'on te gosse sur ça. Fait que je sais comme, à quoi ça sert de toute façon si on te le dit? T'écoutes pas. Oh! Voilà. Je pense que je méritais ça. Mais de toute façon, je peux pas. Il y a Criminal Minds qui vient d'être ajouté sur Disney+. Oh, Fait non, que, 12 ans de stock. voilà. Ouais, c'est ça, bon. J'en ai pour 12 ans, fait que je peux pas, j'ai pas le temps. Avez-vous Je remarqué suis content de sur, t'avoir connu. le segment Star qui est disponible maintenant depuis une semaine avec Disney+, on va peut-être pouvoir en parler tout à l'heure un petit peu. Il y a plein de films de 20th Century Studios maintenant qui ont rejoint le catalogue de Disney parce que c'est la même compagnie, c'est la même entreprise. Il y a Cocoon 2, mais il n'y a pas Cocoon 1. Oh! What's up, Cocoon 1? Je veux mon Cocoon. Complot! Je veux mon Cocoon. Pire affaire qui est arrivée cette année. Ben oui, ça a fait affaire. Je t'imagine aller piqueter avec ta pancarte. Je veux mon cocoon! Je veux mon Cocoon. Il y a du monde qui tombe malade. Moi, mon Cocoon. Mon Cocoon à moi. Veux mon Mais cocoon. mon Cocoon, mes valeurs, mes taxes. Mais il y a Bones aussi qui a été ajouté. Oui. Oh boy. Bones Avec- que je réécoute aussi avec. Avec David Boreanaz.
Angel, oui. Fucking Angel dans Buffy. Oh non, come on. Non. Quoi? Non. Spike, mais pas Angel. Puis même Spike. Fuck that. Giles. Giles is a sexy motherfucker, man. Oui, c'est Hot Dad. Mm-hmm. Hot Dad. On a pourquoi presque choisir? cet âge-là. Oui, je le sais. Giles a 43 ans dans la première saison de J'ai pas Buffy. besoin de choisir. Buffy, Fate, Giles, Spike, Angel. Yeah. Cordelia. Willow, t'es une jolie fille aussi. Oui, oui. Mhm. Mhm. Moi, je suis rendu, je me retape les Buffy en ce moment, puis elle est dans la période où elle rencontre Tara. C'est super beau comment ils ont présenté cette relation-là. Oui, parce que, spoiler alert, il y a une relation lesbienne dans Buffy Mhm. qui est très belle. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est comme... Voyons Ouais, puis, mais à l'époque, là, c'était fucking big. Là. Mhm. On est en Mhm. 80... On est en 2000, à cette période-là. On les voit s'embrasser, puis toutes les dorment dans le même lit. Mhm. Puis il y a des innuendos à non plus finir. Ouais, plein d'affaires. On OK. voit rien. Mais... Qu'est-ce que t'avais, Marilyn, d'autre? Oh non, t'es à Laurent. Non, Laurent... Ah oui, c'est vrai, Laurent, excuse-moi. Ouais, c'était pas vraiment de nouvelles, je voulais juste teaser Marie-Lou. Bon, OK. C'était je tellement peux vous- copieux que je pensais que c'était ça, ta nouvelle. Je peux parler de Spike Lee, qui est un de mes réalisateurs favoris, qui a fait, entre autres, dans ses plus connus, Malcolm X, que je t'ai vu, man, l'été passé. Ouais, parce Et que- Do the Right Thing, un réalisateur dont, je veux dire, la race noire est toujours au centre de son message et de ses intérêts, et même ses films les plus vieux sont malheureusement toujours d'actualité. Donc, je trouve que c'est quelqu'un qui punch fort. Très. Il a annoncé cette semaine qu'il serait producteur sur un film qui va s'appeler Gordon Hemingway and the Realm of Cthulhu. Ça a l'air malade, j'ai vu ça passer. On n'a pas beaucoup de détails encore. En fait, là, lui est producteur et c'est financé par Netflix. Donc, puisque le dernier Spike Lee, Da Five Bloods, était paru sur Netflix. Ça sera réalisé par un gars qui s'appelle Stephen Bristol, qui a déjà fait un film Netflix qui s'appelle See You Yesterday, que je n'ai pas vu, donc je n'ai pas d'avis. Mais je suis quand même curieux de voir ce que Spike Lee peut faire avec l'horreur cosmique. Je sais qu'il y a déjà Lovecraft County, mettons, sur Crave, qui a l'air de jouer un peu dans ces zones-là, c'est-à-dire comme un truc inspiré de Lovecraft, mais aussi dans laquelle la blackitude est quand même prépondérante. Fait que je sais pas, je veux dire... Je l'ai écouté en l'occasion partie, de le voir. Lovecraft Country. Ouais. Il faut que je le recommence. La prémisse intéressante, c'est très CW par moment. Et quand je dis CW, ça veut dire sirupeux. Et ça m'a un peu gossé, mais je reconnaissais la force de la série. Les acteurs sont malades. J'y reviendrai à un moment donné. Mais tu vois, en même temps, j'écoutais Lovecraft Country, et The Terror, dont on a fait d'ailleurs un épisode bifurcation avec Maxime Gervais des Picbois et Jake là-dessus. Puis je pense que j'ai été complètement absorbé par The Terror, donc j'ai laissé de côté Lovecraft Country. Mais comme tu l'as dit, il est disponible sur Crave, puis moi, je suis abonné à tous les Christy de service. Là. Fait que je l'ai quelque part. Il est là. Bon. Ben c'est ça, pour l'instant, là, c'est encore un projet, mais je suis quand même curieux de voir ce que ça donne. Ce qui est intéressant, ça se passe en... Oui, dans ce que j'avais vu, j'avais vu passer la même annonce, ça avait été partagé sur notre Discord cette semaine. Ça se passe en 1928, donc en Afrique de l'Est. Et c'est décrit, c'est un gunslinger, donc un pistolero, là, qui est confronté à une force ancienne. Là, on comprend que la force ancienne, c'est Cthulhu. Et j'ai hâte de voir, parce que comme tu le disais, il n'y a pas beaucoup de détails, mais c'est intriguant. Spike Lee qui traite de... Ben, par la bande, en produisant, s'occupe de Cthulhu. On dirait que c'est satisfaisant un peu quand on connaît Lovecraft, que Spike Lee reprenne son histoire puis mette ça à la sauce POC. Il y avait un peu de ça dans Lovecraft Country aussi, parce qu'on sait que H.P. Lovecraft est un raciste notoire. Là. Il y a des auteurs là, dans les dernières années qui ont récupéré le mythe de Cthulhu, qui est extrêmement populaire sinon, puis ils ont joué avec cette idée-là. Mais oui, il doit se retourner dans sa tombe, c'est bien fait pour lui. C'est une couple de fois qu'il se retourne dans sa tombe, lui, pour plein de raisons. Il spin depuis au moins... Juste que nous, des vulgaires Canadiens français, on parle de lui, il doit être comme... Il a déjà visité Québec, hein? Oui, puis ça a l'air qu'il nous a bitché comme étant une sous-race après. Ah bon?
Ben, Ouais. Surprise. Motherfucker. Voilà. Motherfucker HP. Ouais, c'est ça. Un bon Jack. Un Ben, bon- il est mort jeune puis malheureux, fait que ça y apprend. Ah, ouais. On peut pas souhaiter la mort à personne. Non, mais je veux dire, Non. j'ai pas souhaité, c'est arrivé. Oui, Bon. On n'était pas là. Il est mort et il était né 70 ans plus tard. Fait que... Ouais, ben c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que t'avais, toi, Marilyn, dans tes trucs? On parle-tu de Gillian Anderson? Ça ne tente jamais pas de parler de Gillian D'accord. On peut Anderson. parler toujours et On peut toujours. en parler de toute la Gillian soirée. Anderson. Il y a une série qui va sortir sur Showtime qui va s'appeler The First Lady, qui c'est une série dramatique sur les First Ladies, donc, et à travers l'histoire, donc, et des First Ladies des États-Unis. Mhm. Et elle va jouer Eleanor Roosevelt. Et c'est un article, oui, c'est un article que j'ai lu dans le magazine Out, Mhm. qui est un magazine sur les LGBTQ. Mhm. Et donc, ce que ça dit, c'est qu'une bisexuelle notoire va jouer une autre bisexuelle notoire parce que, où étais-je? Je ne suis pas bonne dans l'histoire. Eleanor Roosevelt, qui était la première dame de Franklin Roosevelt, qui était mariée, a eu une relation pendant une dizaine d'années, à peu près, avec la journaliste, excusez-moi, Lorena Hickok. Et dans la bibliothèque, ouais. il y a une bibliothèque qui est aussi un musée Franklin Roosevelt. Il y a 18 boîtes de lettres d'amour entre ces deux-là. Donc, j'ai pas de détails. wow. Je sais Un pas fait si que je savais c'est... pas. Je sais pas si c'était une relation secrète, ouverte, si c'était une entente. Je sais pas si on l'a appris après ou si les gens le savaient pendant. J'ai pas eu le temps de me renseigner, mais c'est sûr que c'est ce que je fais ce soir. Donc, qui était une bisexuelle qui va être jouée par Gillian Anderson. C'était pendant le mandat de 1933-1945, donc Franklin. Elle a aussi beaucoup lutté pour le droit des femmes. Donc, c'était quand même une grande femme et va être jouée. Je ne sais pas encore le reste du cast, mais je pense que c'est quand même assez intéressant de mettre en lumière ces femmes-là qui étaient avec les présidents des États-Unis parce que dépendamment du parti, dépendamment de l'époque, tout ça, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas non plus, leur vie en parallèle, que c'est un travail être la First Lady. On voit pas ça comme ça, mais ils ont des tâches à accomplir et c'est normalement leur travail aussi. Ils ont des choses à faire, c'est pas juste par parure ou par association. La tradition, c'est qu'ils vont prendre une cause, puis c'est cette cause-là qui va la suivre le temps du mandat présidentiel. Ils vont pousser, ils vont faire la promotion de cette cause-là? Oui, il y a ça, puis il y a certaines autres clauses aussi, puis ça représente quand même si c'est pas du travail en tant que tel à tous les jours, comme nous qui rendons le travail de 9 à 5, c'est quand même c'est très, très prenant. T'es la First Lady, tu peux pas dire tout ce que tu veux, tu peux pas faire tout ce que tu veux, t'as des obligations, il y a des attentes. Donc, je trouve ça quand même très, très intéressant. Il n'y a pas encore de date de sortie, donc comme je disais, ça va être sur Showtime, donc juste vérifier, je vais sûrement vous tenir au courant et vous donner mes critiques. Et chaque épisode, normalement, est réalisé par une personne différente. Et on a déjà le nom de 2 réalisatrices, Cathy Schumann et Suzanne Brière. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes qui vont travailler sur le projet aussi. Joe Anderson, qui en ce moment joue la femme de fer, Margaret Thatcher, pour la télésérie The Crown. Je la suis sur Instagram, elle était sur moi, j'ai comme une découverte d'Instagram dans les dernières semaines, là, puis je suis comme full de monde. Puis elle est extrêmement drôle. Écoute, c'est mon vieux crush d'enfance, là. Joe Anderson, c'est l'agent Scully, puis elle est drôle, elle est vraiment allumée, cette femme-là. Elle est super bonne en entrevue, très chaleureuse. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je suis mon crush sur Instagram de quand Scully. on faisait la promo de Sex Education aussi, je pense. Ah, dans oui. laquelle elle jouait aussi, là, il était vraiment divertissant. Nicolas, D'innuendo aussi. Nicolas Ottawa qui dit en ligne qu'elle a gagné un Golden Globe hier, justement. Peux-tu spécifier pour... moi, j'écoute pas écouter les Golden Globes, j'écoute pas ça. C'est les Golden Globes. Peut-être nous dire le prix qu'elle a gagné. Moi, j'avais un petit truc qui a été souligné par les auditeurs des Mystérieux Étonnants justement sur le Discord. Les gens vont discuter, mais ils vont partager aussi beaucoup de nouvelles par rapport à la culture populaire. Puis ça, c'est sorti le 16 février dernier et je n'avais pas vu la nouvelle passer. Et pourtant ça s'adresse à moi et aux gens qui nous écoutent. C'est DC Comics qui a annoncé 2 nouvelles séries de comic books qui vont sortir exclusivement en numérique, qui sont basées non seulement sur des personnages populaires, mais des films populaires
de super-héros. Donc, on parle d'une BD, une nouvelle série de BD basée sur le film des années 70 de Superman de Richard Donner, et donc une suite à ce film-là, et en BD, et une suite au film de Tim Burton de Batman de 89. Oh, wow. Donc, qui se passe après Batman Returns, donc 89 étant le premier Batman. Donc, c'est Rob Venditti et Wilfredo c'est Torres, son nom, qui vont travailler sur Superman 78, c'est le titre. Et Sam Hamm, qui était le scénariste d'origine du premier Batman et qui a travaillé sur l'histoire du second, qui revient à la scénarisation de la bande dessinée. Il est jumelé avec un certain Joe Quinones, donc la série Batman 89. Les deux vont sortir en juillet prochain, en numérique. On a 6 chapitres et à chaque nouvelle série, chaque semaine par la suite, il va y avoir un nouveau chapitre qui vont sortir. Sinon, si vous voulez attendre d'avoir la copie physique, il y a des hardcovers qui vont sortir. Batman 89 va sortir en hardcover en octobre prochain, octobre 2021. Et Superman 1978 va sortir en novembre 2021. Personnellement, j'attends la version papier, mais je suis bien intrigué de voir ça. Ça rentre aussi dans la stratégie de DC Comics là, qui essaie de nous enfoncer dans la gorge des éditions numériques. Là. On sent que du côté de Warner, ils ne savent pas trop quoi faire avec cette division-là de leur entreprise. Je suis surpris qu'ils annoncent quand même des versions papier. Ça fait des années que j'ai l'impression qu'on se dirige vers un peu lentement mais sûrement vers la mort du floppy, mettons. Mm-hmm. Mais peut-être que les chiffres ont parlé. Oui, c'est ça, mais qu'il y ait une version quand même reliée au bout du compte, je trouve pas que c'est une perte. Là. Non, c'est pas du tout une perte. Surtout pas pour une série comme ça. Ben non, c'est ça. Puis aussi, je voulais dire que dans la série de Batman, donc on va avoir le retour de Selina Kyle, qui jouait Catwoman à l'époque. Ben, qui était le personnage de Catwoman dans le film de Tim Burton, et des nouveaux personnages, dont un nouveau Robin, parce que Robin, à l'époque, pour le 3e film, parce qu'il était censé, on avait réservé littéralement un acteur afro-américain, dont là, le nom m'échappe. Là, on parle de l'introduction d'un nouveau Robin, donc je me demande si on va se baser sur lui. Et il y a un Harvey Dent, et si vous vous souvenez, les films de Tim Burton de Batman, Harvey Dent était Lando. L'acteur Billy D. Williams. Merci. Incarnait Harvey Dent, mais en tant que district attorney. Ouais, il y a un tout petit rôle, c'est que on le mentionne, on le présente, mais il est pas full mis de l'avant. Donc, il va devenir Two-Face probablement dans la série de Sam Hamm. D'ailleurs, il y a Nicolas Ottawa qui dit que c'est pour The Crown que Gillian Anderson a gagné un prix hier. Donc, Best Supporting Actress in a Series. Nice. Nice. C'est tout. Mais c'est une bonne nouvelle. J'ai hâte. Je suis bien content, en tout cas, qu'on va avoir des éditions papier parce que sinon, les éditions de mérite, je ne vais pas m'abonner à Comixology ou je ne sais pas quoi le service juste pour pouvoir avoir la suite. Là. Je vais attendre les éditions papier. Laurent. Une autre petite nouvelle de film. Neil Blomkamp. Neil Blomkamp. Ouais, merci. A tweeté cette semaine qu'il était attelé à l'écriture de District 10, qui serait la suite de son film District 9, qui est sorti il y a 12 ans maintenant, en 2009. 12 ans? Ouais, ça ne nous rajeunit pas, hein? Seven ans. Ouais, qui est un scénario qui serait coécrit avec Copley, qui jouait le personnage principal dans District 9, et Terry Tatchell, qui avait aussi coécrit le premier District 9. Donc, je pense que c'est un projet qui est on and off depuis plusieurs années. Blomkamp, il y a eu des projets on and off depuis plusieurs années aussi. Là, on avait souvent parlé d'un Alien qui était supposé faire. Ouais, qui était abandonné. D'autres projets. En tout cas, ça n'a pas bien été ces affaires, mais là, ça a l'air que ça, c'est toujours sur les rails, mais je pense qu'ils attendent d'avoir, le premier District 9 était vraiment basé sur... il y avait des choses à dire sur la situation politique de l'Afrique du Sud, d'où il est originaire. Puis je pense qu'il veut aussi pas faire une suite pour une suite, il veut aussi que ça ait la même teneur sociopolitique, mettons. Fait que, il cherche le bon angle là, pour amener ça, ce que je trouve quand même intéressant, pas juste
surfer, c'est rendu là, c'est plus surfer sur le succès. Là. Ça fait tellement longtemps que... Ouais, écoute, si ça fonctionne. Moi, j'avais aimé District 9, entre autres, pour ça. J'avais détesté Elysium pour ça aussi. Je trouvais que la manière qu'il avait amené les côtés social, c'était ce qu'on appelle RNN. C'était beaucoup trop simpliste. Mm-hmm. Mais ouais, j'avais quand même bien aimé District 9 aussi. J'avais pas tellement trippé sur Chappie après, par exemple. Non. Écoute, je suis quand même curieux de voir ça, donc je croise les doigts. Ma déception, moi, ma grosse déception, c'est son Alien. J'aurais vraiment aimé voir ça. C'était agace, ça. Hein? Ouais, tout le monde est embarqué en plus. Michael Biehn était intéressé, Sigourney Weaver était intéressé. La seule raison pourquoi ça n'a pas eu lieu, c'est que Ridley Scott est revenu. Il va raconter ses histoires avec Prometheus et Alien Covenant. Et là, ils ont tiré la plug, malheureusement, sur la suite des Alien, qui était une suite à Alien 2. Ça nous a quand même donné Michael Fassbender qui joue de la flûte avec Michael Fassbender. Moi, je ne vais jamais être contre ça, honnêtement. Je vais réussir à bloquer ça. Moi, je remercie le ciel chaque jour pour cette scène de cinéma. Je pense que le cinéma aurait pu s'arrêter là et j'aurais été pleinement satisfait de l'issue de toute cette chose. C'est une scène homo-érotique avec soi-même. Oui, c'est malade mental, cette affaire-là. Flûte phallique. Marilyn? Anthony Daniels, c'est Tropéo, je ne savais pas, a publié dernièrement une biographie. J'ai mon ami Pascal Leblanc qui écrit pour la presse et qui parle souvent de trucs geeks parce qu'il est un geek comme nous. Écrit un article le 28 février, il a fait une entrevue avec Anthony Daniels, puis il a dit qu'il était très gentil, qu'il était très généreux de sa personne et qu'il a aussi fini par l'appel par « May the force be with you ». J'aurais sûrement fait pipi un petit peu. C'est quand même très, très beau. Et donc, il a eu 75 ans il n'y a pas longtemps. Oh, quand même, ouais. Quand même, parce que, tu sais, on le voit pas souvent, il fait quand même... non, mais, tu sais, on le voit pas dans son costume, il fait des conventions, mais tu sais, c'est pas le plus populaire, malheureusement, donc on le voit pas tant que ça. Donc, on dirait que dans le temps, on l'a pas vu vieillir autant qu'on voit les autres vieillir à l'écran. Apparemment, sa biographie a l'air très intéressante, elle a l'air très humble. Il parle beaucoup de sa relation avec son costume, parce qu'il pouvait pas engraisser. Oui, il a été malheureux en pandémie. Il pouvait pas engraisser de 2 livres. Il était pris là-dedans. Il dit qu'il était beaucoup isolé parce que entre guillemets, les humains, les gens pas dans un costume, se jasent, ils bougent et entre les scènes et tout ça, que lui, parce qu'il était dans son costume, les gens étaient moins portés à interagir avec lui, même si c'est un humain. C'est ça, il n'y a pas d'expression, même si tu vois pas qu'il te regarde, il n'y a pas de eye contact. Donc, oui, les gens étaient pas désagréables, ils faisaient pas partie des meubles, mais il y avait cette solitude-là d'être un droïde parmi les humains. Concept auquel j'aurais jamais pensé, mais dans le fond, ça fait quand même du sens. C'est lui qui a fait la voix de C-3PO dans tous les jeux vidéo, les comics, c'est toujours lui la voix de C-3PO, donc ça fait vraiment longtemps. C'est le seul acteur qui joue dans les 11 films. Quand même. Donc, c'est lui qui est là depuis le début. Il parle aussi du fait qu'il a fait des conventions, mais que justement, il a moins de reconnaissance que les autres acteurs. Et aussi parce que, bon, son personnage prend moins de place, parce qu'il y a moins de acting. Mais tu sais, si on prend, par exemple, il y a certains personnages, certains acteurs qui sont pas là dans tous les films, mais que c'est des grands acteurs et qui font des conventions, qui gagnent plein d'argent, qui sont plus reconnus. Lui, moins, parce que c'est juste C-3PO. Quand je l'adore, moi, C-3PO, je l'aime beaucoup. Oh, je l'aime vraiment. Il est un peu anxieux, il parle beaucoup trop, il est fatigant. Je me reconnais un petit peu. Il est tout le temps là, il parle tout le temps, ainsi tout le temps, tout, il est fatigant. Donc, il a dit qu'il y a beaucoup de choses qu'il aurait voulu adresser dans son livre, qu'il l'a pas fait, des mésententes avec certaines personnes ou des choses qui ont moins bien été, que certaines choses qui en a glissé un mot, mais il voulait pas trop en parler parce qu'il voulait pas gâcher l'expérience des fans. Il voulait pas briser cette illusion-là. Bon, pas tant que ça, illusion. Mais il voulait garder un peu la magie que les fans de Star Wars ont par rapport à cette œuvre-là. Je trouve ça très beau. Je trouve ça magnifique de sa part. Donc, le livre s'appelle en français « Je suis C-3PO ».
Je pense qu'en anglais, c'est I am C3PO. Et c'est sorti en librairie. Je ne sais pas si la version française est sortie au Canada, mais ça ne devrait pas tarder, sinon vous pouvez commander. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est le behind the scene de Star Wars, mais avec un regard, on dirait, très différent, plus humble, plus humain peut-être que ce qu'on voit qui est souvent le fanbase, tu sais, pour les fans ou, tu sais, la production qui fait des documentaires, tout ça. Donc, non, je trouve ça a l'air très, très intéressant. Vous pouvez lire en ligne l'article de Pascal Leblanc dans la presse qui date du 28 février. Sais-tu, Marie-Lune, si c'est 100% axé Star Wars, mettons, comme livre? C'est sûr que le titre donne cette impression-là, là. Parce que moi, Anthony Daniels, je l'ai vu dans un film qui s'appelle I Bought a Vampire Motorcycle, un film de 1990 qui m'a laissé avec beaucoup de questions. Fait que je veux dire, il y a une carrière en dehors de ces 3PO. Je me demande... Je pense qu'il a fait de la scène aussi, si je me trompe. Ouais, mais son background, c'est un acteur de théâtre. Donc, j'imagine qu'il en parle. C'est quand même un gros livre. Je pourrais pas te dire. Peut-être que je vais le lire. Je conçois que peut-être que la majeure partie, la majorité des gens vont vouloir plus entendre parler de Star Wars. Il y a un chapitre complet sur ce film-là. Ouais. Attends, c'est une moto vampire, c'est malade. Oh my God. OK, wow. Amen. On passe de Star Wars à Star Trek, mais on est un peu encore dans Star Wars. Je vous explique pourquoi. La semaine passée, il y a Viacom CBS qui a dévoilé la nouvelle série d'animation en CGI que Laurent va triper dessus parce que le CGI est beau dans cette-ci. Ça s'appelle Star Trek Prodigy. Ça avait été annoncé il y a quelques mois de ça. Pour vous expliquer rapidement le contexte en ce moment pour les gens à la maison, les IP, donc les franchises reconnues, ça vaut beaucoup de sous. Vous allez me dire, ben oui, c'est évident, Benoît, parce qu'il y a une partie aussi de la popularité puis de la promotion qui est déjà faite, que ce soit Star Wars, Star Trek, les Avengers, Spider-Man. C'est pas juste parce qu'ils rapportent de l'argent qu'on les met de l'avant, c'est parce qu'il y a une partie de la promotion qui est déjà faite. Les gens sont rattachés à ces franchises-là. Et là, dans les dernières années, CBS Viacom se sont rendus compte que, hey, on a cette vieille franchise-là qui traîne, qui s'appelle Star Trek, puis il y a des vieux Benoît qui trippent sur Star Trek, fait qu'on va leur redonner des séries, puis on va essayer d'aller chercher aussi une nouvelle audience. C'est le cas avec Star Trek Prodigy, parce que c'est une série qui est dédiée aux enfants, donc aux jeunes familles. Ça veut pas dire qu'il va pas avoir des clins d'œil au reste de l'univers étendu Star Trek. En fait, si je connais bien, on peut s'imaginer qu'ils vont faire référence à d'autres choses à l'univers étendu Star Trek pour aller satisfaire maman et papa qui écoutent la série avec les enfants. C'est produit et développé par Nickelodeon et CBS Studios. Ça va être disponible sur les plateformes où les Star Trek sont disponibles en ce moment même, prochainement. Et tu as l'actrice Kate Mulgrew qui avait joué Captain Janeway à l'époque, qui va revenir dans la série, prêter sa voix à son personnage. Donc, on aura quand même un legacy character, un personnage qui existait auparavant dans l'univers de Star Trek, qui va être dans cette nouvelle série. Et je disais que ça sortait en 2021 et que c'était un peu du Star Wars, pardon, parce que quand tu vois l'affiche de présentation avec les nouveaux personnages, ça fait très Star Wars. C'est comme des personnages qui sont des rogues, comment je pourrais dire ça, un peu punk, c'est des robots, des extraterrestres, des misfits, et on les présente d'ailleurs comme ça. Donc, la facture fait très Star Trek. J'ai pas vu la série, il va falloir attendre pour pouvoir en juger, là, mais la présentation fait très Star Wars, pardon. Donc, j'ai bien hâte de voir ça, parce que j'avais beaucoup aimé, selon moi, la meilleure série de Star Trek qui existe en ce moment dans la nouvelle mouture qui est sortie dans les derniers mois, c'est Star Trek. Voyons, juste parce que je veux le mentionner, Colin. La série d'animation qui est sortie, que je trouve Lower Decks. Lower Decks, merci, qui est particulièrement excellente. Donc, merci. Tu vois que je t'écoute quand tu parles parce que je sais que tu m'écoutes. Pas vu, là. Je te me dis pas que tu m'écoutes pas, je te dis que t'es mauvaise foi, c'est pas pareil. Ah oui, c'est vrai. Je te niaise. J'avais oublié. OK. Laurent, d'ailleurs, qu'est-ce que t'as, toi? Ah, j'ai fini, moi. T'as fini, toi, Marilyn? Ouais. Quoi? J'ai une dernière petite nouvelle. Spirit Away, le film de Miyazaki, le film de Ghibli sorti en 2001, qui est un film d'animation, qui est sur Netflix, que j'adore, va être adapté à la scène. Ouais. Donc, par Samuel Quentin.
Oui! Oh my God! Non. Par John... Quel univers Hey, ça serait incroyable. malade. J'ai pour de imaginé vrai, le clash. Là. Je suis comme, wow! Passerami à côté de Totoro, ça là, serait où c'est malade. que ça... C'est pas Totoro. Où c'est que ça s'en va? Two-Face? Qu'est-ce que tu fais là? OK. Ça, c'est No-Face. Donc, c'est John Caird qui va être associé avec le Royal Shakespeare Company. Donc, vraiment pas n'importe qui. Donc, une grande troupe de théâtre. Ça va être un casting entièrement japonais. J'avais peur. Donc, et ça va être conjointement avec le studio Ghibli. Donc, c'est eux qui donnent les droits, mais vont aussi survoler là, la création. Ça va être en mars 2022. Donc, normalement, ça s'écrit pour être joué sur les planches live, mais On verra où est-ce qu'on est rendu là. who knows, c'est ça. Mais il prévoit quand même être capable de le faire sans public ou à distance ou quelque chose comme ça. Donc, il prévoit ça, mais ça va être adapté. J'ai hâte de voir parce que c'est un film, c'est un cartoon fantastique. L'image est très forte dans les films des studios Ghibli, la couleur, la nourriture qui a l'air bonne, tout ça. Donc, je suis vraiment... Ouais, je suis vraiment intriguée de comment ils vont être capables de rendre ça beau comme ça en théâtre, mais on dirait que je peux le voir aussi avec des costumes, des décors, de rendre ça plus grand que nature. Donc, je suis curieuse de voir ça. Moi, j'ai une petite nouvelle que j'ai vue passer en fin de semaine dernière, là, vers la fin de la semaine. C'est Deadline qui a rapporté que l'auteur afro-américain Ta-Nehisi Coates, qui est un excellent auteur qui a travaillé entre autres sur Captain America, il a fait une série de Black Panther en comic book, et a été engagé par Warner Brothers pour écrire un film de Superman qui va être produit par la compagnie de J.J. Abrams, Bad Robot. C'est pas pour l'instant J.J. Abrams qui est confirmé à la direction du film, mais bien sa compagnie de production. Donc, on ne sait pas non plus si Henry Cavill va reprendre le rôle. Tu sais, dans les dernières années, avec le non-succès de GLA, critique et populaire, on avait décidé d'éliminer l'univers consensuel ou plutôt interconnecté des films de DC Comics. Mais depuis, surtout avec la Snyder Cut qui s'en vient, et l'intérêt des acteurs qui ont participé aux différents films de DC, il y en a certains qui veulent revenir, dont Henry Cavill. Donc, ce ne serait pas surprenant qu'on le réinsère, qu'on le réutilise une fois de plus dans un film de Superman. Pour les gens qui ne connaissent pas Ta-Nehisi Coates, c'est un essayiste qui a traité beaucoup de la culture, de la société et du racisme aux États-Unis dans différents magazines et publications assez importantes, dont The Village Voice, Time, New York Times Magazine et The Atlantic. Comme je l'ai mentionné, il a travaillé sur 2 séries. Black Panther, qui a beaucoup influencé le film qu'on a vu, tant le visuel que la forme. Captain America, donc c'est un grand fan de comics. D'ailleurs, vous pouvez retrouver son nom dans les remerciements, dans les génériques de fin d'Avengers, Infinity, Endgame et bien sûr Black Panther. Donc Warner aussi en train de développer par la bande avec Bad Robot une série et des films basés sur Justice League Dark, donc une équipe qui compose surtout avec les éléments magiques de l'univers du DCU. Ça, c'est Bad Robot et Warner Brothers. Une nouvelle qui a beaucoup fait réagir sur le Facebook des Mystérieux Étonnants durant le week-end. Je ne sais pas pourquoi. Je vous rassure, c'est pas J.J. Abrams qui réalise pour l'instant. Moi, je suis très... Puis, tout le monde a focusé sur Abrams, mais Ta-Nehisi Coates, c'est pas quelqu'un qui vient du milieu hollywoodien. Là. Si vous voulez des nouvelles idées, là, vous allez en avoir avec ce gars-là. Donc, je suis particulièrement excité avec cette nouvelle-là. Et ça va sortir dans les prochaines années. Là, il n'y a même pas de réalisateur de rattaché, donc on n'a pas de date de sortie. C'est pas mal certain. Sinon, j'ai vu le film Framing Britney. Voulez-vous que je vous en parle brièvement? Oui! Ah oui! La semaine passée, vu la semaine je l'ai pas passée vu déjà, encore. ouais. Ouais, la semaine passée, je vous ai parlé du documentaire ou la série de documentaires en 4 épisodes de Vanishing at the Cecil Hotel. Et je l'avais plutôt ramassé, moi qui est un fan de True Crimes, de podcasts de True Crimes, de documentaires de True Crimes. Cette série-là m'avait beaucoup déçu pour plein de raisons. Et je suis content, les gens semblaient être quand même assez alignés avec mes idées. Les gens qui sont amateurs de True Crime avaient trouvé que c'était du True Crime porn. Donc, on est plus dans la... Pas la célébration, mais le côté... comment je pourrais dire ça? C'est le côté voyeur. C'est le côté Côté voyeur, voyeur. et de tu sais, milquer, faire de l'argent sur le dos de ces cas-là. Là. C'est une mince ligne à franchir. Il y a des produits qui sont plus évidents que d'autres. Et tant qu'à moi, ce documentaire-là allait dans ce sens. Pourquoi je vous reparle encore de Vanishing at the Cecil Hotel? C'est que je trouve que malgré les bonnes intentions du documentaire de Framing Britney Spears, qui est une production du New York Times Magazine,
On va un petit peu dans les mêmes zones par moment pour vous retracer un peu les événements du documentaire, ou plutôt ce que le documentaire retrace comme événement. On reprend les débuts de la carrière de Britney Spears, de ses débuts alors qu'elle était encore mineure, jusqu'à sa crise, disons, existentielle en 2007, qui a été extrêmement publique et médiatisée. Et ses déboires avec son père, Jamie Spears, qui aujourd'hui encore est en contrôle de sa fortune, qui est évaluée à environ 58 millions de dollars. C'est une des pop stars les plus importantes des 15-20 dernières années. Que vous aimez sa musique ou non, ça a été un phénomène Britney Spears dans les années 90-2000 et c'est une artiste accomplie, malgré tous les déboires ou toutes les espèces de choses que vous avez pu lire sur lui. Là où je trouve que le documentaire est excellent, c'est qu'on est capable de retracer, de donner une bonne idée de c'est quoi l'obsession, nous, là, l'obsession du public et les médias face à des gens comme Britney Spears. Et ça, je trouve ça super intéressant, comment la quête de l'article qui va vendre peut amener à effriter la santé mentale de quelqu'un et à, je dirais même, corrompre ou éroder sa qualité de vie. Là, quand le documentaire traite de cet aspect-là, moi, je trouve ça super intéressant. Aujourd'hui, c'est pris pour acquis qu'on ne va pas focusser nécessairement, mais il y a encore des publications et des sites qui sont dédiés à ça, là, nécessairement sur « Ah, c'est qui rendu le chum de tel pop star? » Il y en a, mais est-ce qu'ils ont fait l'amour? Dans les années 90-2000, c'était ça le tabou. Puis, quand le doc replonge dans cette période-là, là, c'est toxique. Tu fais comme « Ah, tabarnak! » On était vraiment là-dedans. Là. On était dans cette obsession-là. Là. Puis ça n'arrête pas. Puis c'est le point de focus de tous les documentaires, de tous les articles qui sont faits sur Britney, les interrogatoires, les interviews qu'elle a, elle est constamment en train de commenter sa vie personnelle. C'est aussi, malheureusement, disons, ça vient avec le prix d'être une personnalité publique, mais il y a quelque chose d'incestueux avec Britney. Le documentaire fonctionne très bien à ce niveau-là. Là où ça me gosse, puis il y a un lien, un pont à faire avec Vanishing of Cecil Hotel, arrêtez de mettre les fans qui s'immiscent dans l'histoire d'une personne populaire au sein de votre documentaire. Je suis plus capable. C'est bon quand tu le traites d'une manière anthropologique. Pour l'anecdote. Pour l'histoire globale, c'est le fun. Mais quand c'est vos principaux intervenants, là, parce que il manque de quoi? Rendu là, c'est de l'interprétation qui peut être fait par n'importe qui. Par n'importe qui. Il y a un gros focus du documentaire où tu as deux dames qui ont un podcast sur Britney Spears où on est obsédé par les soi-disant messages qu'elle envoie par Instagram. C'est une anecdote, c'est une note de bas de page dans l'histoire qu'est Britney Spears puis les déboires qu'elle a avec son père. À un moment donné, là, ça devient juste à propos de ça. Puis je trouvais que quand le documentaire versait dans ces zones-là, on perdait ce qui le rendait intéressant et rendre quelqu'un qui est très, très populaire humain, on le perdait. Il y a aussi l'aspect de... Je ne sais pas exactement c'est quoi le mot en français, là, mais quand quelqu'un est en contrôle de ta fortune, comme c'est le cas avec Jamie Spears, qui est le père de Britney, tout cet aspect-là, elle est prise là-dedans. Puis, elle ne peut pas s'en sortir. Elle a essayé de s'en sortir. Elle a essayé de donner même le contrôle de sa fortune à des banques, à des tierces parties. Tu sais, le documentaire est supposé traiter de ça. Je le trouve qu'il fait très mal. Je pensais que c'était le focus. Premier. Ouais. Puis sa tutelle, merci Étienne Cormier qui commente en direct sur Facebook. C'est comme un sous-sujet dans le doc. Puis ça m'a déçu. Puis je pense que c'est un sous-sujet parce que le doc avait rien à dire par rapport à ça. Puis je suis pas en train de dire que c'est un mauvais documentaire ou que c'est pas un documentaire que vous devriez écouter. Au contraire, le côté humain est super intéressant. Mais vous allez rester sur votre faim si vous cherchez à savoir. Tu sais, le titre présente le documentaire comme quelque chose de révélateur. Puis on n'est pas là-dedans. On n'est pas du tout là-dedans. On est beaucoup dans de la spéculation. Première partie du doc, la vie de Britney Spears, comment ça s'est tombé, comment ça a viré vraiment au cauchemar. Deuxième partie, tutelle. Puis là, c'est là où pour moi, j'ai perdu parce qu'on retourne dans l'anecdotique. Puis on retourne dans la spéculation. M'intéresse pas. Donc, on vient de dire que c'est une fille qui a été victime de ça pendant une bonne partie de sa vie, puis on revient là-dedans encore une fois en deuxième partie du documentaire. Elle est encore super scrutée, puis tout. C'est ça, puis on dirait qu'on devient... Tu sais, le documentaire veut parler contre le fait
de scruter comme ça C'est et ça. d'analyser et de juger, et c'est ce qu'on fait en regardant un documentaire, c'est ce que le documentaire fait. C'est un peu contradictoire. Moi, je l'ai pas encore écouté parce que je sais que ça va être triste. C'est pas sûr si que triste ça que me ça. Tu sais, j'avais déjà dit à Laurent, moi, ce qui me fait capoter dans Tintin, c'est quand Tintin, il se fait mettre dans des asiles, puis il dit non, mais je suis sain d'esprit. Puis là, Comme Buffy. comme Buffy, c'est arrivé, il y a un épisode là-dessus. Puis là, on apprend qu'elle est folle, finalement. Puis que tout ça C'est dans sa tête. Ça, c'est un gros cool. élément de l'univers de Buffy, un gros point de débat. Ah ouais, Mais ok. fait que quand elle a eu un genre de burn-out, une crise existentielle, on a pris le contrôle de sa fortune, on a pris le contrôle même de ses enfants, ses droits de visite. Ça, ce côté-là est vraiment Ouais, ça, je très pense que je vais tough. trouver ça très, très difficile. Tu sais, dans la liste des femmes auxquelles on doit des excuses d'avoir ri d'elle, de l'avoir ridiculisée, d'avoir réduit ce qu'elle vivait, est dans le top. Tu sais, avec Monica Lewinsky puis Lorena Bobbitt, là, est Ouais. dans le top parce que, tu sais, je fais juste imaginer, t'es en train de te divorcer, tu te bats pour La garde de tes enfants. la garde des enfants, t'es en train de t'as un nervous breakdown et tout ça est documenté, ils la suivent partout, ils courent après, tout le monde te voit en train de craquer comme ça et t'es un punchline, c'est tout à fait dégueulasse. Qu'importe ce que peux tu même pas fais, imaginer. qu'importe ce que tu dis, ça fait juste vendre du papier. Puis, tu sais, tant qu'à moi, le doc aurait pu être à propos de ça, puis ça aurait été 100 fois plus intéressant. Tu sais, la relation qu'on a, nous, en tant qu'audience, avec la célébrité puis l'argent. Ouais. Il va toujours avoir un côté, si je peux dire, insidieux de la célébrité, puis comment on couvre. À partir du moment que tu mets le focus sur quelque chose, ça devient c'est étrange, surtout quand c'est des personnes. Puis ça, je veux dire, les gens qui deviennent célèbres vont toujours devoir composer avec ça. Mais là où c'est intéressant, c'est quand tu vois à quel point il y a un traitement différent, surtout dans les années 90, Britney versus Justin. Tu sais. Puis ça, je pense pas que le but était de taper sur la tête de Justin, mais c'était de montrer genre de le double Le double standard. double standard. Tu sais, ils en font une obsession sur la virginité de Britney Spears. Là. Ça en est malaisant. Puis ça, je trouve ça le fun parce qu'en tant que vieux monsieur, j'étais là dans les années 90. Je me souviens de l'obsession qu'on avait pour elle. Purity culture, ben exactement. Puis même si c'est pas mieux, même si c'est pas parfait aujourd'hui, je trouve qu'on voit qu'il y a comme une évolution. Tu vois qu'il y a un chemin qui a été fait. Puis, en tout cas, c'est ce que j'avais à dire à Britney. Britney, écoute-moi! Ouais, c'est ça. Qui, of course, écoute les mystérieux. Oui, probablement. Suis Elle donne au Patreon, je pense. au Patreon des mystérieux. Ben non, mais je sais pas. Je sais pas comment en penser. Ça m'a déçu. Je m'attendais tellement à plus. Je l'écoutais. Tu sais, j'entendais parler beaucoup du doc, puis ça m'a laissé un peu sur ma faim. Puis là, je venais de finir de Cecil Hotel, puis j'ai juste vu des liens. Puis il y a un certain voyeurisme dans le doc qui fait que c'est moins le fun. Mais Ok, je vais l'écouter. c'est quand même intriguant. Ça vaut la peine, mais c'est pas le genre de documentaire comme de Jinx où vous écoutez ça, vous allez dessus le cul après votre écoute. Là. Ou de Stairs, que le sujet principal est en relation avec la producer du documentaire. Ce documentaire doit être vraiment objectif. Le gars, il y a une liaison avec quoi? Avec la documentariste. Ah ouais. C'est quand même très Ah ouais. intéressant, mais quand tu l'apprends après, t'es comme « Ah, that's why. Ben, tu vois, moi, je l'ai écouté, puis c'est genre un des rares documentaires où je savais pas du tout quoi penser. Moi, je textais avec mon ami toutes les 2 secondes. Il l'a tellement fait, le tuer. On après, oh non, il a été framé. c'est roller coaster pendant comme 15 épisodes. Toujours pas. Fait que c'est ce que j'avais à dire. Puis là, as-tu racheté tous ces albums? Écoutes-tu juste ça depuis une semaine, genre? Non, mais je me suis retapé des tunes. Tu sais, il y a une couple de tunes. Toxic? Ouais, toxique. Ça, t'as une toune pareil. Ouais. J'ai réécouté. Je me suis remis dans mon état d'esprit de cette époque-là. Tu sais, comme l'obsession qu'on avait pour. Je sais pas à quel point, comme quelqu'un comme Bastien, par exemple, écoute ce doc-là, c'est pertinent pour lui. Parce que moi, j'ai vu les débuts, puis là, on est rendu à un moment où je vois le côté dark side. Je sais pas pour lui à quel point. Peut-être que ça serait fascinant, parce que justement, il a pas vu que ça se passait. Ça s'est passé sans qu'il soit au courant. Puis, tu sais, oui, c'est une autre époque, mais en même temps, c'est très d'actualité aussi, parce que justement, le végétariat, la misogynie, les problèmes mentaux. Mais
je pense que ça le toucherait peut-être pas autant. On ferait comme check les looks, c'est dégueulasse. Ouais, J'acquiescerais. Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Non, je pense pas que ce serait aussi pertinent que pour nous. Ouais. En tout cas, Framing Britney, si ça vous tente d'écouter un doc différent. On va parler après. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le genre de doc que tu écoutes et qu'il faut que tu parles il faut que t'en parles à quelqu'un après. Si vous n'avez pas rien d'autre, on va prendre une petite pause pour parler du sujet de la semaine. Mais avant, je vous invite à donner au Patreon des Mystérieux Étonnants. Merci d'ailleurs à tous ceux et celles qui donnent au Patreon. Ça fait en sorte qu'on est capable d'exister. Et il y a des gens qui donnent simplement pour un mois puis qui arrêtent. C'est bien correct. Ce mois-ci, on a pratiquement perdu personne pour l'instant. Fait que merci. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez encourager nos activités, vous allez sur mystérieuxétonnant.com. En haut à gauche, il y a un bouton « Faire un don ». Vous cliquez là-dessus. Ça vous amène votre Patreon. En échange d'un café par mois, vous faites en sorte que les Mystérieux Étonnants existent, mais vous avez aussi j'allais dire des prix de consolation, mais plutôt des cadeaux. Hein? Un podcast exclusif qui s'appelle Bifurcation. Vous avez accès à tous les épisodes depuis le début de Bifurcation. Et en ce moment, on est en train de passer au travers de la cinématographie de Kevin Smith, qui est un réalisateur américain du New Jersey. On fait ça avec notre ami Rémi Fréchette et Guillaume Saint-Cyr, qui a aussi un podcast qui s'appelle On jase de film. Donc, la série est en cours en ce moment. Vous êtes rendu où, là? Je pense que le prochain, c'est Clerks. Non, Clerks 2, on vient de le passer. Donc, ça devrait être Zack and Mary, si je me souviens bien. Pour vrai, Zack and Mary est un chef-d'œuvre comparativement à d'autres qui s'en viennent plus loin dans la... ça a du cœur, Zack and Mary. C'est pas cop-out. Star Horse. Oui. Ouais. Donc, sinon, il y a aussi les Terres humaines chez Isdar, dédié à la série très brune, très québécoise, très beige, Terre humaine, animée par Étienne Forêt, Simon Chénier et Gabriel Zocolard. Ça, c'est un cadeau, encore une fois. Vous avez accès à notre Discord. Si vous êtes seul en ce moment, c'est la meilleure place pour rencontrer l'âme sœur. C'est pas arrivé encore. C'est pas arrivé. Mais on a des conversations intéressantes. Vendredi dernier, il y a eu un gros débat de 2 heures sur le Tenet Poop Paradox. Ça vous donne le niveau, là. Ça a été 2h30 de conversation. Pour vrai, on s'est posé des très bonnes questions. J'aurais pu enregistrer ça. C'était très intéressant. Il n'y a pas eu de conclusion ferme, par contre. Oh! Non. Pas Nintendo. Pas ferme. Non, pas ferme. L'observateur, pour les gens qui savent. L'observateur qui détermine par où et comment ça passe. Sinon, on vous invite à l'écouter Noël chez Isdar. Il va y avoir un nouvel épisode bientôt. Tantôt, je parlais à Simon. Il est en train de monter le dernier épisode, ou le plus récent épisode. Et Terre Kaiju, qui est disponible sur le site des Mystérieux Étonnants. Il est également disponible sur notre chaîne YouTube. Il n'est pas encore sur les plateformes diverses de podcasts parce qu'on est en train de travailler sur quelque chose sur le site et il faut que ça soit fait avant qu'on puisse transférer le site sur les différentes plateformes, mais ça s'en vient. Vous pouvez aller écouter les Mystérieux Étonnants et tous ces podcasts sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher et Spotify. On est sur Facebook, Twitter, mystérieuxétonnants.com et Instagram où je partage plein de trucs, dont des mèmes de Buffy en ce moment. Et les mèmes de Buffy vont devenir des mèmes de BD de Buffy quand j'aurai terminé la saison 7. Eh là là. Parce qu'après, il y a 12 saisons en comics de Buffy et... 12 saisons? Oui. De plus? Non, au total. Donc, tu as 7 plus le nombre que ça prend pour faire 12. 5. Et boy! Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Et on prend une petite pause et on vient avec le sujet de la semaine. Spider-Woman, Bad Blood. Je disais, ouais, c'est ça. Donc, ouais, il n'y a rien d'autre à dire. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Cette semaine, c'est une bande dessinée de Marvel Comics, Spider-Woman Bad Blood de Carla Pacheco et Pere Perez. Série qui est sortie en 2020, pardon. Une des plus récentes séries qui traite de Wonder Woman. Je crois qu'elle est en continu encore aujourd'hui. Donc, comment dire? C'est un comic. C'est un comic. On retravaille un peu les origines du personnage de Spider-Woman qui est engagé pour protéger une fille d'un jeune milliardaire lors de sa fête. Spider-Woman qui a été en plusieurs choses dans l'univers de Marvel. Elle a été une agente de Hydra, elle a été une Avengers. Elle a tout fait. Et donc, durant un affrontement avec des mercenaires qui tentent de kidnapper la jeune fille, les pouvoirs de Spider-Woman vont dans tous les sens. Et là, on s'aperçoit, et on spoil à l'émission, je vous le rappelle,
que ses pouvoirs ont été modifiés par le père de la dite fille, parce que le père est un pharmacien, un genre de millionnaire de la génétique, et il essayait de trouver un... c'est new, ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui est new? Je dis that's new. Oh non, un père scientifique qui trouve des nouvelles affaires puis qui injecte des affaires. Ouais. Qui essaie de modifier, qui essaie de trouver un remède pour sa fille qui est paraplégique. Et là, toute l'histoire avec ce dude-là est liée au passé de Spider-Woman. Et au départ, ce qui était une série qui promettait essayer de réinventer le personnage sans qu'on connaisse, sans qu'on nécessite d'avoir tout un gros bagage de l'histoire de Marvel du personnage, s'est révélé étant qu'une espèce de bordel d'origine. Où est-ce que même moi, j'utiliserais le mot clusterfuck. Clusterfuck. Ouais, ça résume pas mal cette affaire-là. C'est un 5 numéros, si je me souviens bien, qui file comme un 10. Ça lit assez vite. Non, là-dessus, c'est quand même bien. C'est une autrice qui est à la barre de la série, une fan de Spider-Woman. Ça se sent parce qu'elle pige beaucoup dans le passé du personnage. Ce qui n'est pas rare dans une série de Marvel ou DC où on va réactualiser des faits, on va les ramener au goût du jour, on va y faire référence. Le problème de Spider-Woman, c'est qu'on s'assied beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les origines du personnage. Et moindrement que vous êtes peu familier avec elle, vous allez peut-être être un petit peu perdu. Mais rien qui peut être réglé avec une session de YouTube d'un dude avec une barbe qui vous explique c'est qui Spider-Woman pendant 15 minutes. C'est-tu moi? C'est peut-être moi aussi. C'est moi aussi. Ou une session de Wikia où on apprenait les origines de Spider-Woman. Donc en soi, il faut faire attention. Là, on peut peut-être bien critiquer la série, mais sans... je pense que c'est un peu facile des fois de blâmer une série d'un personnage qui existe depuis 90 ans, là, puis de lui dire « Ok, ben là, c'est parce que tu fais référence à ton passé. » C'est normal, comment dire, on fait référence au passé du personnage fictif, là, parce que c'est ça. C'est aussi ça, les super-héros, puis c'est aussi ça, les comics. Oui, mais il y a une manière de le faire. Je dis pas que c'est mal, je dis qu'il y a une manière de le faire. Là, par contre, il fait mal. J'étais déçu, je dois vous le dire. Ça promettait quand même, cette série-là. On réinventait un peu le personnage, il y a eu beaucoup de séries de super-héros dans les dernières années où, justement, on fait référence au passé du personnage et on l'amène dans une nouvelle direction. Fait que t'en apprends sur ce qui a été fait auparavant, puis on essaie de faire de quoi de nouveau avec Spider-Woman. Je peux pas juger de la trajectoire du personnage parce que j'ai pas lu les autres trades. Ça, c'est juste le premier trade de sa nouvelle série. Mais ça finit sur des mutants gériatriques, là. Je comprends la mutation gériatrique, là, je n'ai pas trop compris. Et j'étais complètement mêlé. On n'arrête pas de nous sortir des as de nos poches pour essayer de faire comme ah! Ils font un loss, là. Puis comme là, c'est l'impression qu'ils n'ont pas de plan. Fait que j'étais déçu. J'étais foncièrement déçu, puis ça promettait. C'est mon appréciation. Vas-y, je donnerai la parole à Laurent avant. D'accord. Ça m'intrigue. C'est peut-être parce que j'ai pas vu Lost, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'ils ont fait un Spectre. Tu sais, le dernier James Bond, là, où que t'es. Que le méchant il est comme ah ouais, tu sais, tout ce qui est arrivé dans les 10 derniers films, mais finalement c'était moi qui étais derrière ça parce que je suis comme. Je me rappelle même plus, là, ton frère jumeau séparé à la naissance, puis tout, je suis comme qu'est-ce qui se passe? Je dois dire que, tu sais, je connais pas tant que ça Spider-Woman. Non. Dans le sens que je l'ai connu comme beaucoup de gens de notre génération, mettons, probablement avec les New Avengers de Bendis. Ouais. J'ai lu la série Origin, qui est comme pris comme référent, j'ai l'impression, pour pas mal ce qu'on vient de lire, mais tu sais, ça fait quoi, 10 ans que j'ai lu ça, je m'en rappelle pas tant que ça, puis c'était pas si mémorable. Mais là, c'est ça, tu sais, j'ai eu beaucoup de fun, mettons, dans les 3 premiers numéros des 5 qu'on a lus. Je suis d'accord, aussi. Dans le sens, tu sais, je trouvais que le party avec les enfants, c'était bon, ok, il y avait un kid qui était déguisé en Galactus, ça a peut-être beaucoup joué sur mon appréciation. Mais, tu sais, je veux dire, OK, bon, elle change de costume, c'est cool. Il y a comme, bon, elle est malade, bon, blabla. Bon, après, le méchant, ben, le gars qui l'avait embauché, c'était lui finalement qui a changé son costume puis qui a fait un shot qui la rend malade. Finalement, c'est son frère. Finalement,
sa mère est pas morte. Puis là, j'étais comme, voyons, c'est quoi? Plus ça va, plus t'as des révélations de soap mexicain, genre, je suis comme, Ça, je dis, c'est comme ou du de passion. Riverdale, là. Ouais. Je considère que c'est le même genre d'affaire. Là. Puis j'étais comme, voyons, mais là, qu'est-ce qui se passe, là? Je suis comme, OK. C'est la fin de Clou sur la cocaïne. Ouais. Tu sais, comme, jusqu'à temps qu'elle punch des espèces de mutants dinosaures animaux. Moi, J'ai j'étais écrit bien Laurent down. doit être... J'étais comme Laurent doit être content, il y a des Ouais. dinosaures. J'étais quand même content, tu sais. Puis c'est Mais un les peu punch. comme Michael Fassbender dans Alien Covenant. C'était un peu une forme de île du Docteur Moreau, pas dans le sens que c'était une scène humoristique avec lui-même, mais c'est comme les affaires d'île du Docteur Moreau, ça me parle à la base, c'était un peu ça. Mais là, c'est ça, tout ce qui s'est passé après, puis là, sa mère... Elle switch de side, finalement, il en veut full, finalement, c'est pas sa mère. J'étais comme... Ça, j'ai rien compris. Je dois avouer que j'ai rien Puis, compris. j'ai rien compris, puis non seulement j'ai rien compris, ça m'intéressait plus de le savoir. Tu sais. C'est comme j'ai perdu complètement intérêt dans. J'étais comme OK, mais là, c'est juste comme. C'est ça. Non, c'est juste. Faut que tu nous laisses le temps de nous attacher à des personnages si tu veux que tes twists qui sortent de nulle part nous choquent ou quoi. Là. Tu Ou fais nous juste touche, ou nous garrocher implique. plein d'affaires, tu sais. Ça pogne pas. Puis c'est ça que ça a fait pour moi. Fait que, c'est ça. Je trouvais quand même que c'était bien parti, mais ouais. Ouais, Ça le s'est écroulé en cours de route. Le départ était bien, mais l'arrivée Ouais. était plutôt raboteux. Là. Voilà. Raboteux. Vas-y, raboteux. C'est pas un bon mot, ça? C'est quoi? Oui! Je trouve ça drôle. C'est un peu comme... On dirait que Caton aurait utilisé ce mot-là. C'est un compliment. Raboteux ketchup. Raboteux. Je voulais que Laurent... T'avais-tu terminé, Laurent? Excuse. Oui, oui. Je voulais que tu parles en premier parce que j'ai l'impression de me répéter, mais encore là, moi, j'ai pas les mêmes référents que vous, je ne connais pas, et là, je me dis tout le temps, c'est peut-être parce que je connais pas ça, c'est peut-être parce que j'ai pas les références, c'est peut-être parce que je suis pas le public cible, fait que des fois, je le lis, puis je suis comme, là, je vais arriver au show, tu vas être comme, c'était malade, je vais faire comme, moi, j'ai trouvé ça pas, ce qui serait correct aussi, mais tu sais, pas que j'ai l'impression que ce serait pas pour les bonnes raisons, que ce serait pas une vraie critique, c'est juste que ça me passe au-dessus de la tête, tu sais. Au début, j'aimais ça. Elle pousse un enfant dans l'eau, puis j'étais comme yes. Fait comme, tu sais, elle a un enfant, puis elle est comme mais les enfants des autres, arc, vous me gossez. Puis je suis comme yes. Je m'identifiais full. Elle est comme oui, le petit douche. Là, j'étais comme, elle a poussé le petit douche dans l'eau, puis il est comme hey madame. Ben oui, d'ailleurs. Oui, il se trouve fin finot habillé en Deadpool, en plus, assume-toi. Ah oui, avec un sombrero. C'était très jouissif, là. Quand même. Puis tu sais, elle a quand même du wit puis tout ça, puis j'étais comme OK, on s'en va là, c'est cool, tu sais, parce que tu sais, même si c'est Spider-Woman, il y a comme le petit wit de Spider-Man aussi, tu sais, un petit peu cet univers-là un peu irrévérencieux de, tu sais, c'est un smart man, tout ça, puis je m'étais dit OK, c'est cool, et là, il y avait des références du backstory, puis je m'étais dit OK, je connais pas ça, j'ai googlé quelques petites choses. Il explique quand même bien, mais on dirait que ça fait plusieurs BD qu'on lit qu'on dirait qu'il assume pas il y a un backstory, soit tu fais des références, mais tu vas ailleurs, soit tu t'en crises complètement, ou soit tu continues, mais on dirait que là, ils veulent aller ailleurs, mais ils restent accrochés aux backstories, absolument. Ouais. On dirait qu'ils assument pas ça, tu sais, t'es comme, OK, tu peux en parler, puis là, ça va ailleurs, mais non, tout fait référence à ça. Puis t'es comme, mais t'essaies quelque chose de nouveau ou pas, tu sais. On dirait qu'ils essaient juste de prendre la même histoire dans un nouveau style qui fonctionne pas, puis je pensais que encore là que c'était juste moi qui comprenais pas tous les revirements. Moi, mes références, c'est Pretty Little Lies. J'avais l'impression que c'était ça, comme « Oh non, c'est un tel qui l'a tué. Oh non, je suis ta sœur jumelle. Oh non, mais depuis ce... » Tu sais, c'était vraiment comme un vieux soap. Puis comme c'est exactement ça, Laurent, c'est tu t'attaches pas, t'as même pas le temps de réagir à un revirement qui t'en pousse trois, que t'es comme « Je pense que je pourrais avoir des émotions, mais je m'en crisse. » Je me suis dit si c'était normal que j'étais contente qu'elle punch la vieille madame d'en face. C'était étrangement. Ça dit quoi ça de nous, là? Parce qu'on parle d'un enfant qui se fait puncher puis d'une grand-mère qui se fait puncher puis on est comme content. Yes, on fait de l'âgisme à toute intergénérationnel. On inclut tout le monde, nous autres. On n'a aucune discrimination. Tout le monde a de la merde. Punchons tout le monde dans la face. Mais j'ai trouvé certains filons qui ont passé vite intéressants. Le fait qu'il faut qu'elle approche son famille, c'est son mari qui s'occupe du bébé, il faut qu'elle les protège, ils s'en vont. Il parle du fait que c'est difficile il y a aussi, tu sais, les super-héros, les pouvoirs, on en a vu dans des séries BD, dans les films de Avec le temps,
qu'est-ce que ça change dans leur vie, comment ça les a affectés, comment est-ce que, tu sais, si c'est des rayons ou quoi que ce soit, qu'est-ce que ça fait sur leur corps, qu'est-ce que ça fait sur leur vie. Je trouvais ça intéressant qu'on voit ça. Tu sais, elle a eu quand elle était jeune, lui, son père l'a sauvé avec ça, mais... Lui étant le frère de Spider-Woman. C'est ça, mais... Ou, tu sais, son père a voulu... Mais là, tu dis, OK, ça l'a sauvé sur le coup, lui est plus là, mais là, 10 ans, 15, 20 ans après, ou whatever... Là, elle va pas bien. Puis là, elle a besoin d'être sauvée. Les personnes qui sont supposées de la sauver sont plus là. Donc, tu sais, il y a une influence. C'est pas juste, c'est un quick fix de scientifique. Le temps passe et... Il y a vraiment une ligne mince entre essayer de vouloir faire référence au passé d'un personnage, réinventer un personnage et honorer le passage que ce personnage-là a eu. C'est une ligne mince parce que c'est pas facile pour un auteur ou une autrice de s'attaquer à cette tâche-là. C'est monumental. Ça doit vraiment pas être évident. Je voudrais pas avoir ce genre de mandat-là. Puis c'est pas facile parce que l'audience à laquelle tu t'adresses est soit extrêmement pointu puis familier par rapport à ton sujet, ou l'est pas du tout. Et ça, c'est pas facile. C'est damn if you do, damn if you don't, déjà en partant. Sauf que, là où je voulais aller, c'est qu'il y a des manières de le faire, puis ça fonctionne, puis il y a des manières de le faire, puis ça fonctionne pas. Et tant qu'à moi, le problème de la bande dessinée, c'est pas qu'elle fait référence à des événements qui se sont déjà passés dans le passé du personnage, c'est qu'elle les traite mal. Si tu as une série comme je vais donner un exemple très concret. La série de Matt Fraction de Hawkeye. On fait référence au passé de Hawkeye. Une super de bonne série qui a remporté plein de prix. Je l'adore. Super bonne. T'sais, autant par son traitement, mais on fait référence au passé du personnage. Passé d'un personnage qui a eu une histoire complexe. Il a été Avengers, il a été un criminel, il a été plein de choses. Mais on est capable de l'actualiser, de contextualiser son passé, puis d'en faire quelque chose de nouveau. Là, dans cette série-là, on s'embourbe. On n'arrête pas d'essayer de faire un pas, puis on en fait 3 en arrière. Fait que si t'es pour dire, voici le reveal, mon frère, c'est finalement la personne qui m'a engagé pour utiliser le sérum pour essayer de sauver sa fille. Mais sa fille, en plus, c'est ma nièce. Puis là-dedans, ça marche plus, là. Tu sais, le cliffhanger en comic book, là, c'est un art qui est pas facile. Parce que avant d'avoir ton trade, t'as un numéro par mois. Puis il faut que ce numéro-là te donne envie d'acheter le prochain. C'est très difficile à faire. Fait que, tu sais, je pense que Carla Pacheco, qui est une fan de Spider-Woman, elle dit dans la BD, puis ça paraît qu'elle connaît son personnage, elle avait un mandat impossible, ou très difficile plutôt, pas impossible. Mais elle a échappé à la balle. Moi, c'est là où je suis par rapport à ça. Je sais pas si ça essaie de plaire à tout le monde en même temps, parce que tu sais, c'est vrai que c'est difficile. T'sais, mettons, on prend les Star Wars, il y a beaucoup de référents, mais quelqu'un qui n'a pas tout vu, qui connaît pas, est capable d'apprécier. Il y a du fanservice super pointu, que si tu comprends pas, c'est pas grave. Il essaie de réinventer des choses. Tu sais, c'est possible. Il y a beaucoup de bandes dessinées qui l'ont prouvé aussi. On dirait que là, qu'elle a essayé de ratisser vraiment large, de lancer un filet vraiment loin, puis ça passe entre les cracks totalement. T'sais. Ouais, c'est... Puis tu sais, moi, je suis pas un grand fan de Spider-Woman. Comme Laurent, j'ai lu la run de Bendis au début des années 2000, il y a genre 15 ans de ça, puis la série, finalement, tu te rends compte qu'elle n'est pas focalisée sur Spider-Woman, mais bien un Skrull qui fait semblant d'être Spider-Woman. Ouais. Fait que même quand le personnage revient, tout le monde lui fait pas confiance, mais elle a rien à voir là-dedans. Ça, c'est un parcours qui est intéressant à traiter. Spider-Woman a eu des séries dans les dernières années où elle s'est réinventée, elle a changé de costume, on essaie de la présenter comme un personnage qui était justement une mère super héroïque. Là. C'est rare que tu vois une héroïne dans son costume de super-héros enceinte, puis on l'a eu là, dans les bandes dessinées. Ça, je trouve ça quand même très intéressant. C'est intéressant, puis c'est pas une vie qui est facile, surtout pas super héroïque. Mais quand tu te dis que la partie la plus intéressante de ta BD, c'est l'épilogue à la fin, où un autre artiste prend le dessus sur des vignettes très, très rapides de où l'histoire s'en va. Puis là, j'étais excité, j'étais intéressé. Ouais, moi aussi, j'étais comme, ah ouais, ok, la c'est dernière fini image, le bordel, là, oui. ça, c'est intéressant. C'est intéressant, mais avant ça, t'es comme, oh, ok, qu'est-ce qui se passe? Là? Fait que, Puis je suis comme, moi j'ai l'impression aussi que, tu sais, ça essaie d'être un drame familial, en y créant de la famille, puis je suis comme, hey, pour vrai, là, ton bébé, il a genre 8 mois, puis il rompt au plafond parce qu'il a tes pouvoirs d'araignée, puis il shot des blasts. Sur des poules. Sur des poules. Puis je suis comme,
si tu veux faire une affaire familiale avec ce titre-là, cette partie-là est tellement plus intéressante que d'y sortir de la famille d'un chapeau, tu sais. Ouais. Comme genre, oui, vous êtes un struggling couple parce que vous n'avez pas d'argent, puis tout, puis ta job, elle ne paye pas parce que tu fais ça bénévolement, être super-héros. Mais, genre, gérer cette partie-là, en plus, ça doit être genre un bordel pas possible. Ça a été trouver une garderie, c'est déjà compliqué. En partant, imagine, là, tu sais, je veux dire, ça, c'est des choses que j'ai envie de lire plus que genre, ma mère que je pensais morte depuis 50 ans n'est pas morte finalement, puis j'ai un frère que je savais pas, tu sais. Ça me faisait penser à, c'est quoi, c'est les The Incredibles? Mm-hmm. C'est une famille de super-héros avec chacun leur pouvoir, puis ils pensent que spoiler pour The Incredibles, ils pensent que le bébé, il a pas de pouvoir, finalement, il les a toutes. Jack, là, il est au plafond, il y a des lasers, il y a du feu. Quand j'ai vu le bébé au plafond, ça m'a fait penser à ça, un bébé qui a des pouvoirs, comment tu gères ça? Tu sais, déjà, un bébé pas de pouvoir, c'est difficile à gérer dans ce cas-là. Puis justement, le fait que, tu sais, c'est une super-héros, puis je pense qu'on a vu ça aussi, dans Spider-Man aussi, d'autres cas où, tu sais, c'est des super-héros, mais ils ont pas une scène. Parce qu'ils ont pas tu sais, il y en a beaucoup qui n'ont pas le temps d'avoir une job ou payante ou ils perdent leur job parce qu'il faut qu'ils quittent toutes les 2 secondes pour aller sauver des gens. Là, tu sais, elle n'est pas déchue, mais là, elle est obligée de prendre un side job pour avoir de l'argent. Tu sais, je trouve ça quand même intéressant. Là, ça peut amener des trucs très drôles ou, tu sais, une avenue plus humaine, émotionnelle. C'est ça. Tu sais, il y a du drame à faire avec ça. Pas obligé d'aller dans le c'est mon frère puis ma mère est pas morte. Finalement, ils sont pas obligés d'aller aussi loin que ça, là, je pense. J'ai la misère des fois à critiquer ce genre de série-là parce que j'ai pas envie de commencer à raconter l'histoire que moi j'aurais dite, tu sais, ou la fameuse histoire qui est pas complète dans ma tête que j'aurais créée. Je trouve que souvent quand on fait dans la critique, on va très rapidement dans ce genre de paradigme. Moi, ça m'intéresse pas vraiment quand je critique une BD ou quand je partage mon appréciation de la bande dessinée d'aller dans ces eaux-là. C'est surtout à type d'exemple. Puis ce que j'aurais aimé voir, c'est quelque chose de beaucoup plus, disons, plus stable. La BD feel très instable. Elle feel, on la sent all over the place. Elle va dans toutes les directions. Puis même le personnage de Spider-Woman est constamment en train de dire « Hey, t'es pas en train de me backstabber, là. Hey, finalement, t'as quelque chose d'autre sous la manche, là. Puis oui, puis à chaque numéro, il y a quelque chose de nouveau. Et je pense pas que le problème, encore une fois, je me répète, mais je pense pas que le problème, c'est qu'on fasse référence à le passé d'un personnage. Parce que Marilyn, tu l'as fait. T'as pas nécessairement le bagage de Laurent et de moi, mais t'es allé lire sur le personnage. T'es allé te renseigner. J'aurais pu pas le faire. J'aurais pu apprécier aussi si ça avait été bon. C'est un art délicat. C'est un art qui est pas facile à faire. Mais elle, là-dessus, la série, c'est tant qu'à moi planté. Mais j'ai comme l'impression, étrangement, que maintenant que ce premier arche-là est terminé, peut-être que celui qui a suivi par la suite, parce que c'est une série de 2020, était beaucoup mieux. Parce qu'on avait mis de côté le hook initial, le déclencheur initial. C'est sûr que ce hook-là va revenir plus tard, tu le sens, mais entre-temps, j'ai l'impression que Spider-Woman de Pacheco a d'autres aventures. Puis là, je suis intrigué. Là, je veux savoir ce qui va se passer. Parce que quand même, une maman qui a décidé de laisser son copain et son enfant de côté pour les protéger pour l'instant. Elle doit se guérir elle-même pour éventuellement même guérir son fils qui a les mêmes pouvoirs qu'elle. Donc, il y a un enjeu lié à ça. Tu sais, il y a de quoi d'intéressant là-dedans. Là. Le real life va saigner dans tes responsabilités de super-héros. Mais là, je sais pas. Je suis pas sûr que demain, je vais racheter le deuxième volume, mais je suis quand même intrigué. Mais j'ai bien de la misère avec le premier. Ça. Je pense l'avoir acheté à l'époque, je pense que j'aurais pas été super. Je pense pas que j'aurais continué à le suivre. En single. Pas en single, en tout cas. On n'est pas chanceux ces temps-ci. Ben, écoute, ça arrive, mais on reste quand même positif dans notre désappréciation de la bande dessinée. On est capable de relativiser. Tu sais, puis les gens peuvent se faire leur propre avis. Puis si jamais ça va vous sauver du temps. C'est ça. L'art n'est pas dégueulasse. L'artiste qu'ils ont utilisé à la fin pour les vignettes est super bon. Ça fait presque manga sur les bords, couverture de bande dessinée. Il y a une couple de dialogues internes que Spider-Woman a par rapport à elle-même que je trouve particulièrement drôle. La séquence d'ouverture où elle punch des enfants, ça va. Il y a des poney. Ben même tout le premier numéro, là, quand ça a fini avec un vomi spectaculaire, là, j'étais comme oh shit, ok, ça va pas bien. Là. Il était là. C'était ça qui se passait, tu sais. J'étais hooked.
Il y avait des Jusque-là, relents, tu sais. il y avait des relents, je sais pas si tu es d'accord avec moi, de un peu She-Hulk. Oui. Ouais. Ouais, c'est un personnage héroïque, mais elle est wacky en même temps. Elle essaie de composer avec la vie. Elle a une job, elle a une famille, elle a des amis. Tu sais, Ouais, tout ouais, cet aspect-là. c'est- Ça a essayé d'être ça, ouais. sarcastique. là. Sarcastique, ouais. Très Buffy. Très Buffy. Mhm, en même temps. mhm. Bon, Le wit. on sortira pas. Tout revient à Buffy. Ouais, c'est ça. Ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Avez-vous quelque chose à rajouter par rapport à Spider-Woman Bad Blood? Non? Non. Non, bon, ok, faites-moi pas signe, rien. Ok, ben écoutez, on va se laisser là-dessus. Si vous êtes vraiment fan de Spider-Woman, peut-être que vous ne voulez pas manquer cette série-là. Si c'est le cas, écrivez-nous, dites-nous pourquoi on est dans le champ. Ça se peut qu'on ait tort. On n'a peut-être pas très compris quelque chose. Mais de notre côté, je pense qu'on va laisser tomber pour l'instant. À moins que la suite soit vraiment, vraiment bonne, puis vous nous dites que ça vaut vraiment la peine. On vous rappelle de contribuer au Patreon des Mystérieux Étonnants. Ça vous donne accès au Discord, puis le Discord est ouvert tout au long de la semaine, pas juste le week-end. Moi, c'est un peu mon encre durant la pandémie. Je pense que je suis des bonnes amitiés avec les gens qui sont sur Discord. Mhm. Et soyez pas gênés si vous arrivez en plein milieu d'une conversation vocale puis vous comprenez rien. Nous, je sais que ça peut être intimidant, mais nous, on est très, très inclusifs à ce niveau-là. Les nouvelles Maintenant personnes... qu'on connaît vos sujets de conversation, Ah oui, c'est de ce niveau-là. Le Tenet Pool Paradox, c'est un peu la barre. C'est standard. C'est standard comme conversation. Mais il y a plein d'activités au courant de la semaine. Mercredi, on regarde des choses. Le samedi, officiellement, on regarde des choses. Mais ça arrive maintenant que le vendredi soir aussi, on regarde des choses ensemble. Et les gars? Le dimanche, la lutte aussi maintenant. Yes. Donc, ouais, c'est bien cool. Il y a tout le temps de quoi qui se passe à ce niveau-là. La semaine passée, cette semaine, Laurent et moi, on va aller au podcast Le Petit Bonheur de Chuck Thompson. Oui. C'est ce jeudi, Laurent. Oublie-le pas. J'ai vu ton regard. C'est cool. Ça m'était un peu sorti de la tête, mais je m'étais mis une alerte quand même. Donc, bon, c'est bon. Ça, c'est ce mercredi. Ce jeudi, donc ça va être disponible plus tard. Je n'ai pas la date. Sinon, la semaine passée, on est allé au Carré de Sable avec Pierre Bruno Rivard, qui est un humoriste. On a parlé des Mystérieux Étonnants, puis le début des Mystérieux. C'était le fun. C'était le fun. Je sais pas si j'ai trop parlé pour vrai. Il me semble que j'ai trop parlé. Ça mais non, Ben. Mais on a eu jasé pendant 2h15, puis j'ai l'impression qu'on aurait pu continuer. Tu sais, on a continué après l'enregistrement, on aurait pu continuer pendant des heures encore. Ouais, c'était vraiment intéressant. Merci à Pierre Bruno. On va l'inviter au podcast, parler d'une BD de science-fiction. C'est un grand fan de science-fiction. Fait que quand le podcast va être disponible de son côté, je pense que c'est plus au mois de mars. On pourrait peut-être essayer de coordonner tout ça si c'est possible de son côté. Ça serait bien le fun. Crossover. Un genre de crossover épisode. Ça sera suivi du crossover épisode avec la chaîne YouTube de Bastille. De Bastille. Ça pourrait être cool. Aller chercher la nouvelle crowd. Il en sait trop. Il en sait trop sur toi. Hein? Mais là, s'il est sur Internet, je peux rentrer en contact directement avec lui et tu n'as rien à dire. Tu le verras pas passer. Please, contacte pas mon enfant. Hey, c'est moi, Ben. Qu'est-ce que tu fais? OK. Bon, on se laisse là-dessus. Faites attention à vous autres. Et prenez soin de vous. Exactement. Et on se donne rendez-vous bientôt, la semaine prochaine. On est là la semaine prochaine. En tout cas, j'espère. À moins que ça saute. OK, bye. Wow. Bye.